Bon, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ou avaient entendu parler de I. Muvrini, bien sûr, et de Jean-François Bernardini. Eh bien, il est là. Il est là, notre maître chanteur. Non, on peut le dire comme ça. Celui dont vous avez vu le portrait affiché sur les affiches, les tracts, les journaux, voilà. Mais bon, donc c'est le créateur, je crois qu'on peut dire, et chanteur du groupe polyphonique corse I. Muvrini. Voilà. Et là, ce soir, pour moi, ils viennent nous chanter, parler avec humanité, avec une passion raisonnée, je trouve, un esthétisme et une efficacité sans pareil. Voilà. Je pense qu'il va réveiller à nous l'espoir, un espoir d'une société qui peut construire un outil, un instrument pour le 21e siècle, un équipement de vie. C'est ce que je viens de dire, c'est l'intitulé donc de cette conférence ce soir. Voilà. La non-violence, bon, il va sans doute nous en faire apprécier la substantifique moelle. Donc merci donc à lui, à Jean-François Bernardini, d'avoir accepté de venir aussi à Albi, parce que depuis plusieurs années, il tourne partout, enfin en France et peut-être même ailleurs, je pense, pour chanter. Mais depuis quelques années, il tourne aussi en plus au service pour développer la non-violence, pour apprendre la non-violence dans les établissements scolaires, auprès des jeunes et auprès des adultes comme ce soir. Hier, il était à Bayonne, par exemple. Aujourd'hui, il a passé l'après-midi au lycée Rascol. Demain matin, il a encore une conférence au lycée Rascol. Puis ensuite, il repart peut-être se reposer un peu, mais il va certainement aller dans d'autres... à Mulhouse. Voilà, aller à Mulhouse, voilà. Voilà. Alors, mais je voulais dire, vous avez vu là, quelques dépliants peut-être sur les tables, et il y a comme dépliant, entre autres, un dépliant qui présente l'association dont il est le président, AFC Humani. Voilà, si vous voulez le consulter, c'est pas mal. Et si vous voulez le remercier et le gratifier, c'est peut-être en faisant un don ou en adhérant même à l'association. Voilà. Pour moi, c'est assez. Hein. Voilà. Voilà, bon, sinon, je lui passe la parole et un peu après son intervention, on reparlera un petit peu de tous les papiers que vous avez sous les yeux. Voilà. Merci mes amis, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci donc aux deux associations qui nous accueillent et merci à vous autres d'être là, nombreux ce soir au pays de Jaurès. Et je suis vraiment très très heureux d'être là. Je n'ai pas peur de parler devant vous de la non-violence. J'ai juste peur de ne pas être assez contagieux. Mais je suis encore sous la grâce de moments comme celui d'aujourd'hui dans un lycée. Hier, avant-hier, le jour d'avant, rencontrer des centaines de juniors et d'adultes qui témoignent tous les jours de combien ça correspond à une soif, à une vraie famine, un vrai désir de contenu et de combien cette boussole peut apporter dans le monde aujourd'hui. Donc je salue volontiers celles et ceux qui contribuent à mettre la non-violence sur la place publique, chaque jour un peu plus, à la portée de tous, et qui représentent un peu le pouvoir d'aujourd'hui, mais aussi le pouvoir de demain. Il y a cette notion de lanceur d'alerte, et il y a aussi des lanceurs d'avenir. Et ces lanceurs d'avenir, je crois qu'ils ont compris que la non-violence est une boussole qui peut être précieuse. Plus il y aura d'écrans, en fait, plus les écrans proliféreront dans le monde, et plus nous aurons besoin de moments comme cela, c'est-à-dire de présence, de rencontre. Parce que justement, plus la présence s'imposera comme une nécessité vitale, parce que l'être humain est un être de relation, un être de lien, d'échange. Et la transmission, c'est aussi les yeux dans les yeux. Donc je crois profondément à la vertu de moments comme cela, comme je crois à ceux comme nous avons vécu aujourd'hui. Il y a des raisonnements comme ça et des concepts que l'on ne peut intégrer que si seulement au bout de ces concepts, il y a quelqu'un, il y a une présence, il y a une incarnation, il y a une rencontre. J'étais avant l'été, vous savez, dans ce lycée de Grasse où un jeune collégien est entré dans le collège pour régler ses comptes à sa manière, avec une arme, etc. Et j'étais quelques jours dans ce lycée-là, quelques jours après, en parlant avec les enseignants qui étaient là, effectivement, on se disait que ce jeune collégien, il a certainement vu beaucoup d'images. Il a joué à beaucoup de jeux, apparemment, sur ces écrans, mais est-ce qu'il a vraiment rencontré ce quelqu'un? Est-ce qu'il a eu cette chance, de cette présence dont je parlais tout à l'heure?
C'est-à-dire cette confiance que l'on a que quand on écoute et quand on est écouté. C'est peut-être cela sa tragédie, vous voyez. Ne pas avoir rencontré cette présence-là. Donc je viens partager avec vous un message, sa pertinence, son urgence, celui de la non-violence éducative, vous l'aurez compris, mais celui aussi de la non-violence active, plus politique au sens noble du terme. Vous allez me dire, mais comment être non-violent aujourd'hui? Comment ne pas l'être? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être non-violent aujourd'hui? Heureusement, dans le monde, nous faisons tous de la non-violence sans le savoir. Moi, je suis un citoyen, artiste qui parle justement, qui porte des mots de citoyen, des préoccupations de citoyen. Je suis un peu un chercheur de justice. Mais au fond, nous sommes tous des chercheurs de justice. Quelquefois, nous n'avons pas les outils. Quand je suis sur le continent, bien évidemment, même en Corse d'ailleurs, un Corse qui parle de non-violence, avouez quand même que c'est un peu canal inattendu, non? Beaucoup de gens nous le disent. Quand Beaucoup on distribue des tracts, là... Et moi, plus on me le dit, plus c'est bon pour le caractère. Je trouve ça fantastique. Et je reconnais qu'effectivement, il y a à peine 7 ans, personne ne m'aurait invité, moi, citoyen de Corse, parler de non-violence. J'ai bien eu peur du ridicule, moi aussi. Mais c'est un pas immense. Je ne suis donc pas formateur en non-violence. Je ne suis pas spécialiste en non-violence. Je suis un usager, je suis un candidat à la non-violence. Mais je viens vous parler d'un chemin, d'une expérience que nous vivons depuis quelques années. Et en fait, je me rends compte que je viens vous parler d'une inconnue, mais une inconnue qui est potentiellement en chacun de nous. Et c'est là où elle nous intéresse vraiment. Qui correspond totalement à notre nature, mais nous ne le savons pas, ou nous ne le savons plus, ou nous ne le savons pas encore. La non-violence, elle a avant tout besoin de citoyens, de combattants, de chercheurs de justice. Moi, Corse, citoyen corse, j'étais dans ce besoin-là. Et je me rends compte d'ailleurs combien elle m'a aidé à mieux lire mon pays et ses réalités. Le défi de la non-violence, c'est cultivons la paix. Mais cultiver la paix, effectivement, c'est cultiver le combat. Parce que la paix, ça se construit. Ce n'est pas une fleur qu'on cueille comme ça un beau matin, comme par enchantement. Je voulais souligner d'ailleurs que non-violence, le mot originel de Gandhi, ahimsa, A, privatif, imsa, malveillance, le refus donc de la malveillance, de la destructivité, il implique en fait beaucoup de oui, et c'est là où il nous intéresse. Il implique beaucoup de oui, c'est-à-dire oui à la vérité d'abord. Gandhi disait « vérité et non-violence sont deux faces d'une même médaille ». La vérité d'abord. On ne peut sortir du conflit que par la vérité. Oui à la bonne analyse, oui à la bonne méthode, oui aux moyens nobles pour défendre des causes nobles. Oui au courage, à l'imagination, à l'humour, à l'insolence, à l'équipement de vie, dans un monde où très souvent on met à la portée de chacun éventuellement un équipement de mort. C'est Khalil Gibran qui dit « Ce que je te dis n'a pas de sens. Ce que je te dis n'est que la moitié de la vérité. Mais je te le dis pour que nous puissions ensemble chercher la deuxième moitié. » Et vous aurez compris que c'est tout à fait l'axe de ma démarche d'essayer de dire ensemble comment nous définissons mieux ce concept dont la planète entière a besoin. Je suis ici donc comme apprenti de non-violence. On me dit quelquefois, mais comment tu te définis? Je dis en fait, moi je suis un petit électricien. Je viens essayer de reconnecter chacun avec sa vraie nature. Et je vais essayer de vous dire comment. On me demande quelquefois comment moi, citoyen de Corse, je suis venu à me passionner pour cet outil-là. Effectivement, même dans mon public, les gens me demandent « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Jean-François? Tu mets une énergie folle à ce truc-là. » Et en fait, je donne toujours 3 raisons. Comment je me passionne pour ça? D'abord, j'ai grandi dans un petit village, là, dans le nord de la Corse. J'ai grandi dans la matrice de la ruralité. La ruralité universelle. C'est la même où que vous alliez dans le monde. Que vous alliez en Corrèze, dans le Tarn, en Afrique, à Madagascar ou en Corse, la matrice de la ruralité, c'est le don, le contre-don, la mutualité, la coopération, la solidarité. Bien sûr, dans la ruralité, il n'y a pas de monde idéal, il n'y a rien de parfait. Mais c'est un lieu où l'empathie appliquée au quotidien, est une denrée omniprésente. Vous voyez, les gens de mon village, ils ne connaissaient pas le mot d'empathie. En tout cas, je ne les ai jamais entendus le prononcer, mais il a pratiqué au quotidien. Empathie, pathos, la douleur, empathos, je partage, je ressens ce que tu ressens. L'empathie, c'est le levain de la non-violence. Tout commence par là. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle correspond à une nécessité qui nous va bien à tous, quoi. J'entendais dire dans mon village, je vais mieux quand tout le monde va mieux.
Je vous jure, c'est un programme politique, hein, qui est à rebours de ce qu'on nous vend très souvent. J'entendais dire « Emilia more che tumba », mieux vaut mourir que tuer. Au début, j'avais du mal à comprendre ce concept. Mais je me rends compte combien c'était une manière de dire « la vie, c'est sacré ». La vie, c'est sacré. Pour des gens qui l'expérimentaient au quotidien. Donc, ma mère avait une petite épicerie, elle disait, je l'entendais dire à ses clientes « Pagarede quando puede », vous paierez quand vous pourrez. C'est drôle, hein? Ça, aujourd'hui, dans le monde, bref, si on retrouvait 1/1000 de cette confiance-là, bref. Donc, cette initiation qui vous est offerte dès l'enfance, qui est appliquée, cette initiation à la bienveillance, etc., elle est véritablement pour moi une colonne vertébrale, et je dois beaucoup à ces gens-là. Et ces gens-là, ils me relient à cet universel. Donc, dans un monde où on ne fait plus que de la formation, cette initiation, elle est capitale. Dans un monde où les forces qui nous éloignent de l'empathie sont extrêmement puissantes aujourd'hui. Et elles passent par chacun de nous. Et au final, elles corrompent beaucoup de nos actes. C'est-à-dire que moi, je ne fais plus les choses que par intérêt. Toi, tu ne les fais plus que par intérêt. Lui ne les fait plus que par profit. Et si ça me profite, et si ça nous profite, donc c'est un peu ça. Ça, c'est la première raison, donc la ruralité universelle. La deuxième chose, c'est qu'à ma sortie de l'université, je me suis abonné à une revue qui s'appelle Alternative non violente, qui existe aujourd'hui, qui est une revue qui m'a donné à lire et à découvrir des auteurs, des penseurs que l'école ne m'offrait pas, ou en tout cas d'une autre manière. Et j'ai découvert donc beaucoup d'auteurs qui m'ont extrêmement éclairé et qui m'ont invité à suivre cette voie, de Martin Luther King à Gene Sharp, à Jean-Marie Muller, à Alonso del Vasto, etc., etc. Bref, et qui m'ont mis en relation avec toutes les forces vives de la non-violence en France. Je pense aux MAN, bien évidemment, aux IFMAN, à Génération Médiateur, aux gens de communication non-violente, tous ces foyers-là qui ont fait un travail de fond incroyable depuis des années. Donc ça m'a mis en lien avec ça. La troisième raison, c'est la Corse entre la violence qu'elle a pu subir dans son histoire et la contre-violence qu'elle a commise. Et vous l'aurez compris, les armes en Corse comme ailleurs, c'est un piège. Les luttes armées sont souvent un piège. Le choix des mauvais moyens qui peuvent faire perdre d'ailleurs les causes les plus nobles. Et donc, par rapport à la Corse, la non-violence m'a énormément aidé. Je me suis profondément interrogé et cet outil-là m'a aidé à mieux lire. Donc je suis là aujourd'hui en tant que serviteur de cette petite ONG dont tu as eu la gentillesse de parler, qui s'appelle Umani. C'est une petite ONG européenne qui est constituée de 4000 citoyens européens. Il y a même des gens de votre région qui la soutiennent. Et c'est un peu un peuple nouveau, quoi. C'est tous des gens différents, mais qui se disent éthiquement, nous pouvons travailler ensemble. Éthiquement, nous pouvons travailler ensemble. Si le monde s'évertuait à un progrès éthique, je vous jure qu'on ferait des bons. Hein. Bref. Et là, donc nous sommes des passionnés de solutions. Et nous pensons justement qu'il n'y a pas plus grande insolence dans le monde aujourd'hui que de proposer, construire des réponses, des prototypes qui marchent. Et on se réunit sous un seul principe: ne parle d'un problème que quand tu as un début de solution à proposer. Je vous jure, ça nous invite à nous taire très souvent. Quand vous vous passionnez pour les solutions, mais là vous mettez en route des choses incroyables. C'est ça qui nous motive. Donc nous faisons des petits pas. Et nous avons lancé, effectivement, nous avons 5 programmes d'action. Un qui est lié à l'environnement, la terre nourricière, donc c'est soutenir des bergers, etc. Bref, il y a un programme sur les solidarités, soutenir les gens comme Xavier Plaça et d'autres qui luttent contre le travail esclave au Brésil. Le multilinguisme, qui est à notre sens la langue de l'avenir et qui pour nous commence par le français et le corse. La transmission des savoirs en invitant des grands témoins. Et puis on a lancé en 2011 un programme qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». Avec cette conviction que l'homme a droit à autre chose que ce poison que l'on nous vend au quotidien, c'est-à-dire d'une main on vous dit la violence est inéluctable. L'homme est violent par nature, c'est fatalitas. On ne peut rien changer, la seule manière de réguler, c'est le rapport de force, c'est la violence. Ou bien de l'autre main on vous dit mais on ne peut rien faire. Tout ça ne sert à rien, votre énergie, nos énergies, donc résignation, passivité, lâcheté. Et si nous sortions justement de ce piège, de ce binaire qui est tellement, tellement réducteur. C'est donc cette conviction-là qui nous guide au départ. C'est-à-dire qu'on a droit à mieux que ça. Nous avons droit à ce merveilleux outil. Sa philosophie, l'outil, les méthodes, les stratégies. Et je me réjouis d'ailleurs depuis 2011 de voir le chemin qui a pu être parcouru. Je vous signale qu'à ce jour, pour nous autres, pour notre petite part,
Ces initiations, ces formations, ces sensibilisations à la non-violence ont touché plus de 40 000 personnes aujourd'hui, juniors et adultes. C'est-à-dire 40 000 personnes qui ont au moins consacré 2 heures de leur temps à entendre parler de cette boussole-là. Et très souvent, en voyant leurs yeux qui brillent, parce que vous les délivrez de ce piège qui est passivité ou violence. Le rectorat de Corse a été le premier recteur à demander à tous les proviseurs en Corse d'ouvrir leurs établissements à ces formations. C'était assez inattendu. Je vous jure qu'au départ, ça nous a surpris. Nous avons initié des formations avec des clubs de football professionnels comme l'AS Saint-Étienne, par exemple, qui maintenant forme les 1200 jeunes par an. On a formé les cadres, etc. L'IUT de Saint-Denis, dans le 93, est le premier IUT de France à proposer des modules de non-violence à ses étudiants, grâce à ce travail-là. Ça a commencé l'an dernier, il y avait 70 inscrits. Cette année, il y en aura 150. Nous étions en réunion il y a une semaine pour préparer les contenus. Ça démarre le 25 janvier. C'est assez inattendu. Je peux vous annoncer, c'est confidentiel, mais je vous le dis parce que ça va devenir officiel très vite. L'an prochain, le 8, 9 et 10 novembre 2018, l'École normale supérieure de Paris organisera les assises de la non-violence, avec Marc Recrépon, qui a écrit d'ailleurs un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle L'épreuve de la haine. Et nous nous voyons la semaine prochaine pour parler du contenu. C'est impensable. Vous m'auriez dit ça en 2011, je vous aurais dit non. Incroyable. L'université de Neuchâtel, en Suisse, organisait au mois de mai dernier une journée entière dédiée à la non-violence, avec tous les corps enseignants qui se sont impliqués, approche littéraire, approche historique, approche anthropologique, etc. Incroyable. Et il y aura des suites, bref. Nous avons un rendez-vous très prochainement avec la Fédération française de football qui s'intéresse précisément à ces formations-là. Donc il y aura certainement des prototypes de formation. Bref. Personnellement, en 3 ans et demi, j'ai donné 360 conférences à peu près, dans des lycées, dans des universités, dans des collèges. Je ne me doutais pas d'ailleurs que ça prendrait une telle allure. À la fin de ces rencontres, comme aujourd'hui, je dis toujours aux juniors qui m'écoutent, je dis à la fin, donc il y a toujours un moment de dialogue qui est souvent très touchant, je vous jure, vraiment. Je ressors de ces rencontres-là, comme je leur dis, mais je suis milliardaire, voyez, je suis payé par personne, mais je suis milliardaire. Et je laisse toujours un numéro de téléphone, vous savez. Je leur dis, voilà, si vous n'avez pas eu le courage de poser des questions ou dire des choses, voilà, sur ce téléphone-là, voyez, je ne reçois que des textos, il n'y a que moi qui les lis, il n'y a que moi qui réponds. Et je peux vous dire qu'en 360 conférences, j'ai chez moi et sur mon portable une liste d'échanges et de textos échangés avec des lycéens et des collégiens incroyables. Vous avez une sorte de cartographie de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a 3 jours, je recevais ce message-là, je vous le lis. Bonjour Jean-François. Cette année, je suis en première littéraire, toujours avec Madame Blanchon. Donc normalement, nous allons nous revoir en janvier ou en février. Elle est à Lyon et en effet, le 30 janvier, je retourne à Lyon. En effet, enfin, j'aimerais savoir pourquoi la dernière fois vous n'avez pas parlé dans votre conférence de la violence envers les animaux, dans les abattoirs et de l'homophobie. Ce sont 2 sujets très importants, vous savez, dans la société actuelle. Dans mon message précédent, je vous avais parlé de la mutilation. J'ai réussi à l'arrêter pendant 4 mois, mais j'ai craqué il y a 2 jours. Trop de pression, trop de stress. Un mal-être trop présent et pas d'aide. C'est de ma faute. Si je ne reçois pas d'aide, car certains professeurs ont été à mon écoute en ce début d'année, notamment depuis votre conférence. Mais je n'arrive pas tout simplement à parler. Les mots restent coincés au fond de ma gorge. Et une fois le moment passé, je m'en veux. Je ne sais pas comment je vais tenir. En plus, en apparence, j'ai toujours l'air heureuse. Je souris. Je ris, mais ce n'est qu'un masque. Pour conclure, moi qui pensais m'épanouir en première littéraire, je ne m'y sens pas très bien. Je me confie à vous car je vous connais, mais je reste une inconnue pour vous. Cordialement, Blanche. Je lui ai répondu. Elle m'a répondu de nouveau. Elle me dit « Jean-François, mais est-ce qu'un jour on arrive à vivre? Ou est-ce qu'on survit toute notre vie ?» Bien, voyez, en tant qu'adultes, nous nous trouvons, en tant que société, nous nous trouvons face à ces questions-là aujourd'hui. Et la non-violence, dans son espace de confiance, de non-jugement, de vraies rencontres, elle donne lieu à des échanges comme cela. Effectivement, je suis un inconnu pour elle. Mais malgré que je sois un inconnu, nous avons tissé suffisamment de confiance pour qu'elle m'envoie ça. Et que peut-être je sois la seule personne à qui elle peut envoyer ça.
Je pourrais vous lire, on le fait d'ailleurs dans les formations, on a une pile comme ça, des témoignages de gens qui, quand ils font ces formations, ces initiations, laissent toujours un message écrit. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et je pourrais donc vous donner à lire des paroles de citoyens qui sont extraordinaires. D'enseignants, de parents qui disent « j'ai découvert un outil qui doit absolument être partagé avec tous, qui doit rentrer dans les formations des enseignants. » Bref, aujourd'hui, mon idée de la violence a changé, etc. Et vous voyez, j'ai le sentiment que, mais c'est un sentiment personnel, que ces écrits-là valent beaucoup plus qu'un décret de loi. Parce qu'ils ensemencent quelque chose qui est irréversible et qui est en train de pousser d'en bas. Et ça pousse tous les jours un peu plus comme une révolution silencieuse. Comment être dans la non-violence aujourd'hui? Comment ne pas l'être? Les derniers événements ne font qu'accentuer cette urgence. On se tourne de plus en plus vers les ressources de la non-violence. C'est une chance d'une prise de conscience et c'est un intérêt pour cette boussole-là, je vous l'ai dit, qui doit être plus que jamais sur la place publique. Effectivement, parler de non-violence en France, c'est parler d'une inconnue, d'une méconnue, d'une mal connue. Et forcément, comme on la méconnaît, on croit tout savoir, bien évidemment, comme toutes les choses qu'on ne connaît pas. Et nous sommes en train de la mettre sur la place publique. Ne la connaissant pas, on nous dit très souvent, mais vous faites une marche contre la violence. Non, on ne fait pas une marche contre la violence. Vous condamnez la violence. Oui, mais ça va plus loin, voyez-vous. Alors là, il faut expliquer, il y a une pédagogie. Ce n'est pas une marche contre la violence. Parce que la violence est une énergie. Elle naît d'une colère. Cette colère, elle peut naître d'une injustice, d'une frustration, d'une humiliation. Elle peut créer quelque chose de digne, de défendable. La colère qui prévoit ça, c'est une énergie très belle. Quand on voit l'injustice, il est normal d'être en colère. Non? Heureusement qu'Émile Zola était en colère. Pour écrire J'accuse, il fallait qu'il soit en colère. La question, c'est comment on transforme notre colère. Qu'est-ce qu'on en fait? La colère, c'est une source d'énergie comme le vent, comme le soleil. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Donc la violence doit être prise au sérieux. Et la non-violence prend très au sérieux la violence qui s'exprime. Il ne s'agit pas de la combattre. Il ne s'agit pas de la refouler, de lui rentrer dedans, parce que très souvent, vous ne faites que la renforcer. Il s'agit de l'écouter, de l'accueillir, d'en comprendre les fondements, de la recycler, de la transformer. Tu es en colère. Okay. Qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Tu vas réagir violemment. J'ai mal, je fais mal. Je suis blessé, je blesse. Je souffre, vous allez souffrir là. La société me fait souffrir. La société va souffrir. Et c'est là que la non-violence vient nous dire non. Il y a mieux à faire. Et je te propose beaucoup mieux. Et c'est là où tout le travail commence. Gandhi disait, les moyens sont aussi importants que la fin. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Si tu utilises les mauvais moyens, tu vas retrouver en face la même violence, la même virulence. D'autres diront que la non-violence, c'est le camp des faibles. C'est les lâches, c'est les traîtres, les sans-courage, les mauviettes. C'est une berceuse, c'est une lettre au Père Noël. Pour être non-violent, pas de besoin d'être courageux, il suffit d'attendre, d'être passif. Tu me frappes sur la joue, je tends l'autre. Parce que les vrais courageux, c'est bien connu, ils prennent les armes. Ils ne se laissent pas faire. C'est certainement là la deuxième erreur. Justement parce qu'on ne la connaît pas. Et la non-violence, elle nous permet justement de retourner cette notion de courage. Parce que le courage, tu vois, c'est pas seulement de mettre un poing dans la gueule à celui qui t'emmerde. Je vais te parler d'un autre courage. Alors là, ça devient très intéressant. Et je vous jure que junior ou adulte, ça fait un bien énorme de comprendre cela. Le vrai courage, c'est autre chose. On nous dit la non-violence, hein, bon, je suis bien d'accord, mais en fait, c'est une utopie, au sens péjoratif de ce mot-là, quoi. Et si c'était la violence qui était une utopie? En fait, elle ne résout durablement aucun des problèmes qu'elle prétend résoudre. Ni dans les salles à manger, ni dans les salles de classe, ni dans les quartiers, ni en Syrie ou ailleurs. Et si les utopistes, justement, au sens péjoratif, c'était ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça, sans rien changer. Œil pour œil, Gandhi disait on va finir aveugle. Nous sommes en guerre, alors mes kalachnikovs, tes drones, nos rafales, on continue, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ma peur contre la tienne, des caméras de surveillance, bien évidemment, mon cerveau de crocodile contre le tien. Effectivement, il y a une étude récente qui le démontre comme jamais ça n'a été démontré. Elle nous dit quoi cette étude? Elle nous dit la violence a perdu. Elle désenchante le monde.
elle désenchante les luttes, les cœurs. Elle fait perdre les luttes les plus nobles. Pourquoi? Parce qu'on n'éteint pas le feu avec le feu. On n'éteint pas le feu avec le feu. Ce livre, cette étude dont je vous parle, est un ouvrage qui s'appelle Why Civil Resistance Works. Pourquoi est-ce que la résistance non violente est efficace? C'est un livre de 2 universitaires, Erika Chenoweth et Maria Stephan. Il n'est pas encore traduit en français. Elles ont fait ce que jamais aucun universitaire n'avait fait avant elles. Elles ont examiné tous les conflits qu'elles ont pu trouver entre 1900 et 2006. 123 conflits dans le monde. Elles les ont examinés pour voir lesquels avaient échoué, lesquels avaient réussi et pourquoi. Et les résultats sont stupéfiants. Quand tu utilises la non-violence, tu gagnes 2 fois plus souvent. Et tu gagnes durablement. Quand tu utilises la violence, tu perds 2 fois plus souvent. C'est la première fois qu'une telle preuve scientifique est apportée. Et elle est validée d'ailleurs par tous. La non-violence, donc, ce n'est pas renoncer à lutter. C'est pas un truc de... C'est pas une échappatoire, c'est lutter 100 fois mieux. Dès que nous savons cela, mes amis, notre perception de la violence sacralisée, omnipotente, etc., elle change déjà. Il y a au moins un problème d'efficacité. Sur l'efficacité, nous pouvons dire que la non-violence est beaucoup plus efficace. Et ça permet justement de rompre un petit peu, en tout cas d'ébrécher, la sacralité de la violence, son prestige. Prestigieuse, ça veut dire faire illusion. Son omniprésence, en particulier dans la médiasphère. Vous avez vu que la médiasphère, elle est essentiellement peuplée de héros négatifs. Plus tu fais de mal, plus tu es dans la destructivité, plus tu es à la une. C'est drôle, hein? Donc la non-violence comme outil efficace, elle est loin d'être entrée dans les consciences, en particulier en France, je vous l'ai dit, dans les institutions, dans le débat public. Dans tous les pays scandinaves et anglo-saxons, il en est autrement. Peut-être qu'ils ont appris la leçon avec Gandhi. Je vous signale qu'on enseigne la non-violence dans toutes les plus grandes universités du monde, à Harvard, à Yale, à Cambridge, à Boston, à Oslo, à Stockholm, bref. Il n'y a pas une seule chaire de non-violence dans une université en France. C'est drôle, le sujet n'intéresse personne. Il n'y a pas une seule chaire universitaire. Bref, pas encore, j'ai envie de dire. Si vous vous demandez pourquoi, c'est très intéressant. Demandez-vous aussi si les puissants de ce monde ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer efficacement les choses avec des moyens nobles pour abattre l'injustice et le mensonge. Est-ce que vraiment les puissants de ce monde ont intérêt à ça? Alors la violence est un marché. C'est bien ça. C'est un marché extrêmement lucratif. Et c'est un outil politique extraordinaire. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce que le peuple accède à ces outils-là? Ça, c'est une bonne question. Et pourtant, je vous l'ai dit, la non-violence est un des outils les plus efficaces pour lutter contre son premier ennemi, ses premiers ennemis, l'injustice et le mensonge. C'est ça l'ennemi de la non-violence. La non-violence, elle nous invite à considérer le conflit, parce que le conflit fait partie de la vie. Tant que nous serons vivants, nous aurons des conflits à gérer. Ça fait partie de la vie, dans la famille, dans l'entreprise, dans la société, politique et autres. Bref, justement, la non-violence, elle est là pour réhabiliter le conflit. Faisons du conflit ce qu'il est véritablement, une chance de progrès, une chance de justice, une chance de... etc. Bref, parce que le conflit, figurez-vous, il ne nous condamne pas à faire ça et à sortir les grands moyens, quoi. Pas du tout. Nous pouvons réguler beaucoup de nos conflits sans passer par ça. Bien sûr, un monde sans violence, c'est impossible. Tant que nous serons vivants, je l'ai dit, nous aurons des conflits. Le problème, il est où? Le problème est que nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Soit nous le nions, nous l'évitons, nous le refoulons en disant il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Ça n'est pas, en tout cas, ça n'est pas digne. Soit priorité violence. C'est la violence qui va permettre de sortir. Donc face au conflit, nous faisons avec ce que nous avons, ou plutôt avec ce que nous n'avons pas. On se débrouille comme on peut. Abraham Maslow, c'est un chercheur américain, il dit « Quand vous ne disposez que d'un marteau, la tentation c'est de transformer tous les problèmes en clous. Et vous tapez. Sauf que tous nos problèmes ne sont pas des clous. Et il ne suffit pas justement de les écraser. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever une écharde dans un doigt avec un marteau? Et pourtant, c'est très souvent ce que nous faisons dans la vie.
On n'est pas mieux équipé, alors on essaie de se débrouiller. C'est ce qui se passe bien souvent. Quand un enfant fait une colère, ben la réaction spontanée, c'est que ça monte en moi, je m'énerve, je le punis, je le sanctionne, je lui donne une fessée éventuellement. La fessée, c'est très très bon. Pour celui qui la donne. Mais ce n'est pas un mode d'éducation. Et puis après, je me trouve pris dans un engrenage où je ne sais plus comment sortir. Et on ressort perdant, perdant. Tout le monde est perdant. Et là, la non-violence vient nous dire, mais il y a peut-être mieux à faire. Bref. Je vous signale qu'en France, quand nous vivons une tragédie, d'ailleurs, toute cette culture de violence, elle a quand même des effets sur nos comportements. Quand nous vivons une tragédie en France, nous disons, nous sommes en guerre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, nous sommes au travail. Et le chantier est immense. Je vous rappelle que, vous vous souvenez de la tuerie d'Oslo en 2011, quand Anders Breivik, ce néo-nazi, avait tué 69 personnes, c'est-à-dire une autre tragédie. La réaction du maire d'Oslo, c'était de dire « nous allons punir le coupable ». Encore plus d'éducation, encore plus de non-violence, encore plus de démocratie, encore plus de fraternité. Vous voyez comment on s'oriente les uns et les autres. Bref. Alors, ce qui est merveilleux avec la non-violence éducative, c'est justement quand elle se frotte aux réalités, quand elle se mêle de la vie, et plein de situations qui nous sautent au visage comme ça. Et je me souviens, lors d'une formation à la non-violence, c'est une manière de vous raconter un peu comment ça se passe. C'était dans un lycée. Un après-midi, la formatrice arrive. Il devait y avoir 15 élèves. Il n'était que 14. Et puis, alors elle pose des questions. Comment se fait-il que Jean-Paul n'est pas là, votre camarade? Ah, madame, il a abandonné le lycée. Il a dit qu'il voulait travailler. Il en avait marre d'étudier. Ah bon? Elle a noté ça. L'après-midi, donc, elle expose un peu les valeurs de la non-violence, les principes, la communication, le verbe qui porte de la violence, etc. Bref, à 4h30, il y a un élève qui lève le doigt et qui dit « Moi, madame, je voudrais parler de Jean-Paul. » Ah, alors ben, on est interne au lycée. Et depuis le début de l'année, avec Jean-Paul, on n'a pas arrêté. Ah bon? Ben ouais, un soir, on lui vole son sac, un soir, on lui coupe les lacets de ses chaussures, un soir, on lui vole le portable, un soir, on met un chewing-gum dans son lit, et Jean-Paul, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, quoi. Et moi, madame, j'ai participé. Ça faisait drôle, aux yeux des autres. Les autres, 2-3 témoignages identiques, un 5e, et toi? Dis-moi, madame, j'ai pas participé, mais je me sens responsable aussi. Parce que Jean-Paul, parce que ce qu'on a fait, c'est pas cool. D'ailleurs, Jean-Paul, il m'a dit qu'on allait le regretter et que ça allait mal finir. Moment de vérité extraordinaire. Tout avait changé dans la classe. Il était 5h, la formatrice dit « Ça vous dirait qu'on reste une petite heure pour voir comment on peut régler le problème ?» Oui, on avertit le proviseur, on rentrera plus tard, on avertit les parents. Ils se sont mis autour d'une table. Et là, on a essayé de mettre en route une stratégie non violente. Comment on peut réparer ce qu'on a fait? Ils ont choisi une stratégie. Ils ont choisi d'écrire une lettre à Jean-Paul et à sa maman, car Jean-Paul vivait seul avec sa maman. Je vais vous lire cette lettre très très brève. Et vous allez voir de quoi on peut être capable. Chère madame, cher Jean-Paul, la classe de Bac Pro voulait te dire quelque chose. Pour nous, ce que tu as subi n'était que de la simple rigolade, comme on le fait tous entre nous. On ne savait pas que ça te faisait autant de mal. C'est pour ça qu'on a eu une petite réunion de non-violence, on nous a raconté ce que tu éprouvais. La classe est désolée pour ce que tu subissais, mais maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, nous allons faire de notre mieux pour que tu puisses te sentir au meilleur. Mais surtout passer ton examen dans les meilleures conditions. Tu peux revenir serein, rien ne se passera comme avant. Comme ça, tu pourras dire à ta maman que ton calvaire est fini. Maintenant, il ne reste plus que 6 mois. On t'assure qu'ils se passeront bien. Sur ce, la classe te souhaite un bon retour parmi nous. 14 signatures. Ils ont acheté une enveloppe, ils ont posté la lettre. Tous les jours, ils allaient voir la secrétaire pour demander si la maman de Jean-Paul avait répondu. Au bout de 6 jours, elle a appelé. Au bout de 8 jours, le camarade Jean-Paul est revenu au lycée. Je ne vous dis pas les retrouvailles. J'ai été les féliciter, ils étaient étonnés. J'ai dit, bah non, j'ai dit, quand on fait le mal, on vous le dit. Quand on fait le bien, c'est bien aussi de vous le dire. J'ai dit, vous avez inventé une recette extraordinaire pour régler les conflits dans le lycée, mes amis. Alors ils étaient tout étonnés, quoi. Bah, je répète que pour nous, ce genre de lettre vaut autant qu'un décret de loi. Vous voyez bien la puissance transformante. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ils ont trouvé un espace de confiance, de sérénité, avec un tiers qui était là pour permettre et pour organiser ce moment de non-jugement et de confiance. La non-violence, la relation de confiance, elle est capitale, bien évidemment.
C'est ça qui a libéré. Ils ont commencé par la vérité. Je dis aux juniors, j'ai dit, vous savez la meilleure combine dans la vie? Non, ils ne savent pas. Ben, la meilleure combine, c'est de commencer par la vérité. Je vous jure que vous allez voir qu'au final, vous êtes toujours gagnant. La non-violence, elle cherche la vérité. Il n'y a pas de résolution possible du conflit sans la vérité. Dans le mensonge, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas continuer, bref. La non-violence, vous l'aurez remarqué, elle n'a besoin d'humilier personne. Il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu d'exclusion. Personne n'a dénoncé personne. Chacun a parlé pour lui-même. C'est un exemple d'une vertu extraordinaire. Je parle pour moi. Je suis responsable. C'est-à-dire que ce groupe, ce jour-là, il a trouvé le tiers, le médiateur dont il avait besoin. C'était urgent. Dans la société d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait tiers dans la société d'aujourd'hui? Il est où le tiers dans la société d'aujourd'hui? Où chacun est bien séparé, bien divisé, etc. Bref. Ces jeunes-là, vous voyez, c'était peut-être les caïds de demain. Ben oui, la loi du plus fort, c'est bon quand on est du bon côté, quoi. Et demain, je sors et c'est ça que je fonctionne. Mais ils ont vécu une expérience transformante. La non-violence, elle nous invite, elle accompagne au changement. Toi aussi, tu peux changer. Toi aussi, toi aussi. Elle accompagne au changement. Et chacun a pu mesurer ce jour-là la conséquence des actes, la prise de responsabilité, la prise de conscience. Ils ont fait connaissance avec un prototype de solution. On dit, tiens, ah bon, ça peut fonctionner comme ça aussi. Et la résolution du conflit, elle n'a pas besoin d'humilier. Elle n'a pas besoin de faire perdre. Elle n'a pas besoin de diaboliser. Et nous aussi, nous en sommes capables. Dès que l'on fait ce genre d'expérience, et que quelqu'un est là pour la valoriser, je vous jure, c'est comme un vaccin. Vous êtes beaucoup mieux équipés. Eh bien, je crois, voyez, que tous les enfants de la planète ont droit à cette éducation-là. C'est un droit fondamental. Comprendre que ça peut passer par là. Bref, bien sûr, c'est aussi comprendre que qui possède la solution et la réponse, c'est le groupe. Pourquoi les harcèlements prolifèrent aujourd'hui dans les lycées, dans les collèges? Parce que le groupe est faible. Et que le groupe est un terreau extraordinaire pour que n'importe quelle agression puisse avoir lieu, puisque personne ne voit rien et n'entend rien. Bref. Ça s'apprend, donc c'est un peu ça le slogan. La non-violence, ça s'apprend. Alors, voilà comment la non-violence éducative, elle peut nous aider. Au centre de la non-violence éducative, il y a la notion de bienveillance. La bienveillance, alors c'est un mot discutable parce que souvent les enseignants vous disent « Mais attendez, avec le bordel qu'ils me foutent, en plus il faudrait que je sois gentil ». C'est un peu interprété comme ça, parce qu'on imagine la bienveillance à une forme de laxisme. Bien sûr, la bienveillance, ce n'est pas « je t'achète un iPad et tu vas dans ta chambre et tu me fous la paix ». Ça, c'est peut-être le contraire de la bienveillance. La bienveillance, c'est une exigence, c'est un cadre, c'est des règles. Il y en a qui ne sont pas négociables. Tu as droit à toutes les émotions, mais tu n'as pas droit à tous les comportements. Tu vois, un junior, il comprend très très vite ça. Bref. Alors, dans cette pédagogie de l'exemple, vous allez voir que ça fonctionne très très vite. Je me souviens d'un lycée récemment, à la fin de la conférence, les 350 élèves se lèvent et scandent non-violence pendant 2 minutes. Non-violence! Non-violence! Incroyable. Les proviseurs et les profs étaient là et regardaient, ébahis, ébahis. Dans un lycée d'une zone que l'on dit, entre guillemets, difficile. Et puis 2 jours après, ou 3 jours après, le proviseur m'appelle, me dit « Mais Jean-François, vous savez qu'il s'est passé des miracles ?» Ah bon? Ah, il dit « Incroyable !» Il me dit « Vous savez qu'on avait une classe, il y avait une punition collective qui planait sur une classe. Le lendemain, à 8 h, j'avais les 2 responsables qui sont venus dans mon bureau. Madame, c'est nous. » Elle me dit « C'est incroyable !» Mais tous les enseignants sont époustouflés. Et me dit « Attendez, le jour d'après, vous savez ce qui s'est passé? Le professeur d'espagnol qui ne pouvait plus enseigner, qui était prêt à demander son départ, bordel total dans la classe, il est venu me voir, il me dit « Madame, dors-moi, mes élèves ont été touchés par la grâce. » Rassurez-vous, la grâce, c'est pas moi. Il m'a dit ils avaient totalement changé de comportement. En fait, ils avaient juste pris conscience. Ça prouve bien que ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de conscience. Ils ont pris conscience que ce prof d'espagnol qui vient tous les matins donner le meilleur de lui-même face à toi, face aux 30 que nous sommes, ce n'est pas une marionnette, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un robot. Et qu'il a ses émotions, il a ses souffrances, il a ses faiblesses, il a un truc. Ils ont juste pris conscience. Tout avait changé. Vous voyez comment c'est vertueux? C'est la puissance de ce message-là. Ça n'a rien à voir avec la personne qui le porte. N'importe qui aurait dit les mêmes mots, ça aurait passé. Bref,
Je prends conscience. Ils se sont imposés à eux-mêmes cette exigence. C'est-à-dire qu'ils se sont reconnectés avec leur disque dur empathique. Je prends conscience qu'effectivement, à ce mec-là qui vient là et qui tous les matins essaie de faire son cours et que nous, on est terrible, quoi. Dès que je prends conscience de ça, je suis un autre. On parle souvent de la notion d'enfant roi, vous savez. Et l'enfant roi, ce serait l'enfant qui ne connaît aucune limite. Mais l'enfant qui est élevé dans la bienveillance, il a beaucoup de limites. Mais il n'en souffre pas. Pour lui, fixer des limites, ça ne veut pas dire que tu es méchant. Hein. Tu ne peux pas me donner ce que... C'est sécurisant. C'est la forme de responsabilité qu'il attend. Tout dépend aussi qu'est-ce qu'on entend par limite. Les enfants, ils cherchent en permanence une orientation. C'est une orientation que je te donne, tu vois. Je préférais que, etc. Bref. Hein, petit garçon de 7 ans, le jour où vous ne traversez pas dans les passages cloutés, il n'est pas content, il vous le dit. Hein. Pour lui, c'est un désastre. Ah oui, parce que... Mais, et s'il vit dans la confiance, dans un certain nombre de oui qui sont bienveillants, le jour où vous dites un non ou deux non, ce n'est pas un problème pour lui, quoi. Il y a des limites parce que ce sont aussi les miennes, tu vois. Je te parle de limites parce que moi aussi, ce sont aussi celles que je m'impose. Elles existent aussi pour moi, d'autres dans la relation humaine. Alors vous allez me dire comment éduquer aujourd'hui dans la société telle qu'elle est. Nos amis africains, ils disaient il faut un village pour éduquer un enfant, effectivement. L'enfant, il a besoin de plusieurs références spontanées, de différentes générations. Il ne fait aucune distinction de couleur, de race et de génération. Il a besoin de plusieurs référents spontanés. C'est là qu'il fait son initiation, c'est-à-dire dans le village, dans le quartier, dans la famille, dans l'association. Reconnaissons quand même que beaucoup de ces offres ont disparu, ou en tout cas sont affaiblies aujourd'hui. Beaucoup de ces offres sont affaiblies. Quand vous connaissez le biotope dans lequel certains enfants grandissent, vous dites, il s'en sort bien finalement. Il s'en sort pas mal, quoi. Je comprends mieux maintenant. D'accord ? Bref. Et l'école, là, ça devient souvent le dernier rempart. C'est un peu le lieu encore où il y a encore une présence, un service public où il y a encore une présence responsable. Mais bien souvent, on lui dit, alors faites-nous le paradis et autour c'est l'enfer, c'est pas simple. Je me rends compte, avec ces dialogues, avec ces juniors, là, sans culpabiliser quiconque, car je n'ai aucune leçon à donner, mais on peut évoquer aujourd'hui la notion d'orphelin avec parents. Parce que je rentre chez moi, mon père, je le vois 5 minutes, bon, et puis il rentre trop tard, le lendemain je pars tôt, en fait je vois personne chez moi. Je ne parle pas, monsieur, chez moi, je ne peux pas parler. On n'a pas le temps pour... Moi, ma mère, elle arrive tard, etc. Et je n'ai aucune leçon à donner de ce point de vue-là. Bref. Alors, l'école est ce lieu où il y a la présence. Si on ne finit pas sponsorisé comme dans certains pays, je vous signale qu'en Allemagne, aujourd'hui, il y a des collèges et des lycées qui finissent sponsorisés par, peut-être demain, ça va être une banque, une compagnie d'assurance, etc. Bref. Parmi toutes les formes de banalisation des violences qui sont quotidiennes, je voulais évoquer 2-3 petits constats que je fais. D'abord, vous savez qu'il y a un enjeu majeur sur la nourriture biologique dans les collectivités aujourd'hui. C'est-à-dire que manger biologique, quand on est enfant ou pour nos anciens, dans les maisons de retraite par exemple, ça semble tellement essentiel. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui parce que derrière, il y a les lobbies qui poussent et vous avez des tas de principaux, de collèges qui vous disent mais là, dans 2 ans, on ferme la cantine, on ne va plus pouvoir produire parce qu'effectivement, il y a trop de travaux à faire, on n'a plus les budgets. Et puis derrière, on vient vous dire il y a des plateaux repas 2 fois moins chers, donc on va tous manger Sodexo, Bayer, Monsanto. Là, on aura moins de problèmes parce que viande ou poisson, c'est la même odeur à la cantine, donc il n'y a pas de problème. Vous avez lu cet article là récemment qui nous dit dans un hamburger, on a trouvé la trace de 300 vaches différentes. Oui, oui. C'est la réalité, c'est ça la traçabilité d'aujourd'hui, quoi, vous voyez. Et vous voyez, au niveau donc de la nourriture dans les collectivités, c'est un vrai problème. Il y a un vrai enjeu économique que vous n'avez aucun mal à déceler, quoi. C'est au cœur d'un vrai problème de santé publique. Hein, parce qu'effectivement, alors les lobbies se sont rendus compte que d'abord il y a l'enjeu économique, ensuite des enfants qui mangent bio à la cantine, c'est des enfants qui le soir changent les comportements des familles, donc les modes de consommation. Je vous signale qu'en janvier 2017, c'est tellement fort que le Sénat et le Conseil constitutionnel, ils ont censuré le seuil de 20% de nourriture biologique en restauration collective. 20%, c'est trop. C'est déjà trop. Je vous rappelle quand même que dans une pomme biologique, il y a autant de micronutriments que dans 1,5 kg de pommes golden qui en plus sont pesticidés. Vous voyez la différence ?
le rapport qualité-prix, vous voyez où il est la différence. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte terrible de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Nous mangeons des calories vides. C'est ça notre problème. Vous parlez avec n'importe quel micronutritionniste et c'est une violence terrible. Ne vous étonnez pas après qu'on vive dans un pays où il y a 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Par jour. D'accord. Bref. Donc, autre petit phénomène que j'ai noté, dans beaucoup de lycées, vous savez, on s'est rendu compte que le vendredi à la cantine, la consommation de pain augmentait de 25 à 30%. Alors les responsables se posaient des questions. Ils disaient, comment se fait-il que le vendredi, il y a 2/3 des enfants qui ont mangé, il y a déjà plus de pain dans les corbeilles, alors que tous les jours, ils se sont rendus compte qu'en fait, le vendredi, beaucoup d'élèves font provision de pain dans les anoraks, parce qu'il n'y a pas de pain le week-end à la maison. Et que le prendre gratuit au lycée ou au collège, c'est mieux. Ça fait partie aussi des violences insidieuses que l'école a à gérer. Je voulais enfin terminer par quelque chose qui m'a alerté. Vous me direz si vous étiez au courant. Il y a eu un rapport récent de la Fédération française de cardiologie, en particulier en la personne de François Carré, qui est un éminent cardiologue et sportif. Et ils ont fait une étude comparative sur les jeunes entre 9 et 16 ans. Ils ont constaté qu'entre 1980 et 2016, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'en 1980, il fallait à un enfant de 9 à 16 ans autour de 3 minutes pour courir 800 mètres. Aujourd'hui, il faut 4 minutes quand on y arrive. C'est-à-dire que le moteur, avant, il était comme ça, maintenant il est comme ça. Mais c'est très bon pour le PIB, hein, parce que c'est des gens qui, à 30 ans, 40 ans, vont prendre des médicaments pour le cœur. C'est super. Qui est au courant? Quand vous parlez avec tous les professeurs d'éducation physique, en tout cas ceux que j'ai pu croiser, et c'est quand même pas mal, ils vous le confirment. Ils disent, effectivement, aujourd'hui on court 150 mètres, et monsieur, on n'en peut plus. Faut arrêter. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça devrait être une urgence nationale. Est-ce qu'il y a un ministre qui vient dire ça aux 20 heures? Est-ce qu'il y a une circulaire qui est envoyée à tous les chefs d'établissement? Vous voyez comment ça? Quand vous dites ça aux juniors, ils ne sont pas cons. Hein. Tous les profs que je vois après, ils me disent, tu sais, depuis que tu as dit ça, il n'y a plus personne qui veut se faire exempter de sport. Ils comprennent aisément que ton corps, il a besoin de bouger 1 heure par jour. Et que si tu restes 5 heures par jour devant la télé, au bout de ta vie, ça fera 18 ans de télé, forcément, ne t'étonne pas, quoi. Tu as une carence de mouvement, bref. Ça fait partie, vous voyez. On est tous électroniqués, mais c'est drôle, ça n'arrive pas jusqu'à nous, c'est quand même incroyable. Oui. Ça devrait être une urgence nationale. Bien évidemment, ce n'est pas à vous ici que je vais expliquer le lien que nous voyons entre non-violence et écologie. On en parlera plus si vous voulez. Vous savez, les Indiens, nos frères indiens et les paysans du monde entier, ils disaient « On ne prend aucune décision de développement ou de transformation sans tenir compte des 7 générations. C'est l'avant-moi et c'est l'après-moi. » Quand nous décidons des choix, des visions, nous les faisons en fonction des 7 générations. Moi, je viens d'une terre où les hommes, avant de couper un arbre, faisaient le signe de croix. C'est pas rien. Hein. Je vous jure que ce n'est pas le même rapport aux vivants autour de vous. C'est un autre rapport. Quand ils voient un point d'eau, ils en font une fontaine, parce qu'ils disent le point d'eau, il est précieux. Et je vous jure que la Corse, jusqu'à ce jour, c'est en train de changer, était une terre qui ne manquait pas d'eau. Mais il se peut qu'en 2030 ou en 2040, nous en Corse, nous ayons le climat de la Tunisie. Vous voyez la différence? C'est en tout cas ce que les climatologues... Le lien entre non-violence et alimentation, il est au cœur, je vous ai parlé de ça. Le lien entre non-violence et économie, il est évident, quand vous voyez ce que représente la délinquance fiscale dans le monde. La vérité, c'est aussi de savoir comment nous fonctionnons, comment fonctionne notre cerveau, notre nature humaine, voyez. Et là, je me permets d'évoquer avec vous très brièvement, mais quelque chose que j'évoque avec les juniors. Je leur dis, j'aime bien les provoquer, je leur dis, vous savez, tout ce qui se passe dans votre vie, ça se passe dans un endroit précis. Ça se passe entre vos 2 oreilles. Qu'est-ce que vous avez entre vos 2 oreilles? Vous avez le cerveau. C'est le plus puissant ordinateur de la planète. Alors ils sont étonnés, j'ai dit, mais c'est vrai. Tous les scientifiques sont d'accord, le cerveau humain est le plus puissant ordinateur de la planète. Si on voulait construire les mêmes, il faudrait des ordinateurs grands comme des immeubles. Notre ordinateur, il est souple comme un roseau. Tu peux vivre au Sahara à plus 40 degrés ou au Groenland à moins 40 degrés, lui il va s'adapter. C'est incroyable.
il est d'une souplesse incroyable. Les neuroscientifiques, d'ailleurs, ça va vous faire rire, qui ont fait beaucoup de progrès, qui intéressent la non-violence d'ailleurs, je vous le dirai, ils ont découvert que le cerveau humain se développe là où on le sollicite avec enthousiasme. Ils ont découvert, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'ordinateur qui pilote une fonction précise, qui est beaucoup plus musclée et développée aujourd'hui chez les juniors qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est la partie de l'ordinateur qui pilote le pouce. C'est vrai, hein? C'est une très bonne nouvelle. Il y en a un à Marseille qui m'a dit ici, Jean-François, c'est le pouce et l'index. Il m'a fait une démonstration de tapage de texto, je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Incroyable, avec des fautes d'orthographe. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que notre cerveau se développe là où nous le sollicitons avec enthousiasme et avec obstination. C'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que si demain, tu veux parler 5 langues, ton cerveau il va se muscler pour ça. Tu veux être comédien, tu veux dire un monologue pendant 2 heures, au début ça te fait peur. Tu vas te rendre compte que tu as une mémoire incroyable. Ton cerveau, ton ordinateur, c'est une machine à apprendre. Il se muscle. Quand tu as l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Tu travailles 10 fois plus, tu te fatigues 10 fois moins et tu es 10 fois plus heureux. Ça ne te plaît pas comme mathématiques, ça? C'est fabuleux, hein? Ah oui, je te jure, c'est comme ça marche comme ça. Bref, donc grâce à la plasticité cérébrale dont parlent les neuroscientifiques, il faut arrêter de dire « il est nul en maths comme son père ». Ça, c'est plus vrai. Il est nul en maths parce qu'on ne l'intéresse pas, il ne s'intéresse pas en mathématiques et 90% de ceux qui l'entendent en cours, ça rentre là et ça sort là. Je vous signale d'ailleurs que tout ce que nous apprenons sans véritablement aimer, on oublie 80 à 90%. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, le problème, c'est qu'il faut un permis de conduire pour conduire une voiture, mais pour conduire notre ordinateur hyper puissant, là, pas besoin de permis. Chacun est livré à lui-même. Et pourtant, c'est un bolide incroyable. Alors, j'utilise très souvent ce petit schéma pour parler de l'ordinateur humain. Je leur dis, vous savez, notre ordinateur, il a 3 étages. Ah bon? Il en a un, et le premier étage, c'est le cerveau reptilien, crocodile. C'est la partie la plus ancienne du cerveau humain. Je dis, c'est lui qui pilote les fonctions vitales, le cœur, les poumons. La nuit, quand tu t'endors, tu dis pas à tes poumons, n'oubliez pas de respirer. C'est automatique, non? Ouais. C'est le cerveau de la vie, c'est aussi le cerveau de la survie. S'il y a une explosion dans cette salle, j'ai dit à la minute, on est tous là-bas, on est même capable de se piétiner. Vous avez déjà vu des images comme ça à la télé? Oui, oui. Tu vois? Parce que c'est le cerveau reptilien qui prend les commandes. Il faut sauver sa peau. Ça, c'est le premier étage. Nous avons un deuxième étage, c'est celui des émotions. C'est la météo intérieure. Comment tu vas? Ça ne va pas aujourd'hui. Pourtant, dehors, il fait beau. Hein. Mais moi, aujourd'hui, ma météo, elle est basse. Tous, nous avons ça. Je vous fais remarquer d'ailleurs qu'on parle souvent de quotient intellectuel dans la vie. On ne parle jamais du quotient émotionnel, qui est une partie essentielle de l'intelligence humaine. Je vous invite à lire, mais peut-être le connaissez-vous déjà, ce merveilleux ouvrage de David Goleman, G-O-L-E-M-A-N, qui devrait être un livre de chevet pour tous les parents et tous les enseignants. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, croyez bien, dans le monde, on manque beaucoup d'intelligence émotionnelle. La manière dont je m'exprime, dont je me comporte, je peux faire des désastres. On blesse beaucoup de gens par absence d'intelligence émotionnelle. Alors, et nous avons, je leur dis, un troisième étage avec notre cerveau, notre ordinateur. C'est celui avec lequel on peut imaginer des choses qui n'ont jamais existé, créer du complètement nouveau. Seul l'être humain dispose de ça. Effectivement, les animaux, ils ont des émotions, eux aussi, tu vois. Ça, d'accord. Mais ils n'ont pas ce troisième étage, ce néocortex, qui lui, alors, est capable d'inventer des choses complètement nouvelles. Mais je leur dis tout de suite, mais ton ordinateur, tu vois, il t'appartient de le programmer. Ah bon, alors ils sont étonnés. J'ai dit, ah oui, il faut que tu le programmes. Tu en as la responsabilité. Ne pas le programmer, mais c'est un gâchis terrible. D'ailleurs, tu viens là parce qu'on t'aide à le programmer. Si tu ne le programmes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre tous les virus qui passent. Ce que tu entends, ce que tu vois. Et je leur dis donc, et crois-moi, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de virus, beaucoup de mensonges. Alors on fait les listes des virus. Je ne suis pas assez intelligent. J'ai dit, qui t'a dit ça? Mon père ou un prof. J'ai dit, t'as mis ça dans ton ordinateur. Tu ferais bien de le dégager parce que ça, c'est un sacré virus. Je ne suis pas doué. Et tu veux faire quoi? La musique. Tu es doué pour l'effort? Non, parce que si tu n'es pas doué pour l'effort, rien n'est possible. Donc ne me dis pas qu'il faut être doué pour la musique. Si tu es doué pour l'effort, incroyable. J'ai envie de rien, je suis ridicule. Ou bien, aujourd'hui, si tu ne te fais pas respecter, si tu ne frappes pas, on ne te respecte pas. Ah bon, j'ai dit, toi, tu as mis ça dans ton ordinateur? J'ai dit, il faudrait que tu enlèves ça. J'ai dit, parce que moi, tu vois, je ne veux ni frapper ni être frappé. Et toi, tu crois qu'il n'y a que la violence pour ça? Bref. Ou bien,
Si tu n'es pas fils de riche, tu n'y arriveras pas. Ou bien ici, il faut vendre de la drogue, etc. etc. Ou bien alors, si tu as une religion, tu es louche. Si tu n'en as pas, tu es louche. Si ton père, si ta mère a un voile, ah non, on ne pourra pas. Si vous avez quelques-uns de ces virus-là dans votre ordinateur, ne vous étonnez pas que vous ne soyez pas heureux et que ça ne marche pas toujours comme vous voulez, quoi. Je vous ai dit, nous avons des émotions. C'est notre météo intérieure. Elles peuvent être positives, mais elles peuvent être destructives. D'accord ? Nous ne pouvons d'ailleurs, je vous le répète, nous ne pouvons retenir une information que si elle est reliée à une émotion. C'est-à-dire que j'apprends vraiment ce qu'on me fait aimer. Tout le reste, 80%, je vais oublier. Est-ce que vous avez déjà été en colère ici ? C'est bon signe. La colère, c'est la santé. La colère, c'est comme l'électricité, vous voyez. Ça peut nous éclairer, mais attention, vous amusez pas à mettre 2 doigts dans la frise. Et la colère, c'est pareil. C'est un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Vous avez intérêt à vous arrêter, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta colère ? Qu'est-ce qu'elle va faire de toi ? On connaît très mal tous les mécanismes, les pulsions qui peuvent être destructeurs. Vous connaissez toutes ces phrases, hein, c'était plus fort que moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais comme une porte sortie de ses gonds. Vous voyez, une porte qui sort de ses gonds, c'est plus une porte. Combien les émotions peuvent fonctionner comme des mafias intérieures. C'est la mafia, je n'ai pas pu me retenir. C'était plus fort que moi. Tous nous avons ça. Moi le premier, mais on peut apprendre. Attends, je peux vous raconter. Et donc nos émotions, elles peuvent nous rendre aveugles. Quand vous filmez quelqu'un qui est en colère, c'est physiologique. Vous voyez les mains, elles deviennent rouges, le sang afflue, le cœur bat plus vite, la respiration accélère, je parle plus fort, le corps produit de l'adrénaline, c'est bon, je suis un vrai crocodile prêt au combat. La mafia, elle agit. Je peux vous raconter des histoires vraies d'un prisonnier qui m'écrit, qui me dit, moi j'étais condamné à 20 ans, il dit, mais tout ça à cause de 3 secondes. 3 secondes dans ma vie, j'ai pété les plombs. Il dit, après avoir fait ce geste-là qui m'a fait tuer quelqu'un, je ne suis pas sur les détails, il dit, je suis rentré dans ma voiture, j'ai pleuré comme un enfant pendant 1 heure. Parce que dès que vous avez commis l'acte, vous vous reconnectez à votre 3e étage. Vous sortez de là. Et vous voyez, toute cette puissance-là, on l'ignore totalement. Bref. Alors, vous voyez ce que je viens de vous dire, là, ces premières notions sur les sciences du comportement, les cerveaux-mécanismes, comment tu fonctionnes, comment tu peux être destructeur, etc. Ça semble incroyable. Ce n'est enseigné nulle part. Je vois des entraîneurs de foot, de sport collectif qui me disent « Mais Jean-François, ça fait 30 ans que j'entraîne des jeunes, on ne m'a jamais appris ça. » Donc j'en déduis que lui, il est impulsif, que l'autre, il pète les plombs, que l'autre, etc., que l'autre, c'est un taré. Non, il ne connaît pas la puissance. Il ne maîtrise pas du tout. Et justement, en non-violence, dans la connaissance de soi, on apprend justement à sortir du reptilien, là, et de sortir. Vous savez, il y a des gens, il suffit que vous les regardiez, ça part. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes ? C'est bon, tout de suite. Petit clic, grand choc. Ça signifie d'ailleurs une précarité émotionnelle terrible. Je fais juste, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes ? Et là, c'est parti. Un truc, une histoire de voiture, un parking, c'est bon, tu sors, ça monte, il n'y a pas de tiers, c'est parti. Dès que tu connais ton fonctionnement, alors là, c'est autre chose. Tous tes sentiments, ils sont légitimes. Je comprends très bien ta colère, ton humiliation, je comprends très bien. Mais tous tes comportements, tu peux apprendre à les maîtriser. Bref. Alors, il y a donc la colère qui détruit et la colère qui édifie. Et c'est là où la non-violence nous invite. Je voulais, en parlant de ça, vous savez, j'étais récemment dans une... C'est très important parce que ces anecdotes-là, elles nous donnent quand même des significations sur le monde. J'étais dans une conférence dans un lycée, je sors et j'entends des cris au coin de la rue, je m'approche, il y avait un groupe de jeunes filles qui étaient là. Je mets ma tête, je regarde, il y en avait 2 qui avaient la tête dans le caniveau, une qui saignait du nez, l'autre qui avait la lèvre fendue. Je demande, j'ai dit alors qu'est-ce qui se passe ? Bah, madame, monsieur, regardez, c'est une salope, regardez les textos qu'elle a envoyés à ma copine, elle dit que c'est pas vrai. J'ai dit oui, mais là, il faut appeler les pompiers, là, parce que là, on va à l'hôpital. Et vous savez ce que faisaient tous les autres ? On filme. C'est-à-dire le contraire du tiers, le contraire de la non-violence, le contraire du courage. Dès que vous expliquez ça à des grands ou des petits, vous comprenez très vite que cette société-là, elle est invivable. Plus personne ne fait tiers. On est tous spectateurs. C'est le paradis pour les crocodiles. C'est incroyable. Et c'est comme ça que nous devenons. Mais quand vous dites à quelqu'un, tu aimerais qu'on fasse ça si c'est ta petite sœur, ta grand-mère, ah non. Tu vois, donc on a tous intérêt à mieux s'équiper. Et là, juste, dire à un élève ou à un junior,
tu vois, tu as été sanctionné, là, mais je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère pour toi. C'était un exemple dans un lycée récemment d'une élève qui était sanctionnée. Je ne suis pas en colère contre toi, je suis en colère pour toi, parce que tu pourrais beaucoup mieux faire, etc. Bref, ce sont toutes des attitudes. Je voulais vous raconter un truc très précis. Vous savez, après les événements de 2015, la non-violence était particulièrement interrogée. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. 2015, c'était les événements de Charlie. Ok. J'allais intervenir quelque temps après dans un lycée, dans un grand lycée. Et j'avais des amis enseignants qui m'appelaient en me disant, tu sais que lundi, on nous demande de parler de ça. Qu'est-ce qu'on dit, quoi? Comment tu commentes cette actualité avec des élèves? Je peux vous dire qu'il y en a encore qui n'ont pas trouvé la réponse, et je ne sais pas si je l'ai trouvée. Parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on dit quand tu entends « Charlie, c'est bien fait pour eux » ? Ben, ils l'ont cherché, hein. C'est mérité. Hein. Ça m'a fait réfléchir. 10 jours après, j'intervenais dans un grand lycée. Je vous jure qu'il y avait une tension ce jour-là, ils étaient 400. Le proviseur me dit, ah ben, monsieur Bernardini, à vous, vous êtes le bienvenu, parce que je vous jure que avec l'actualité, j'ai dit, oui, bien sûr, j'ai bien compris que je suis le bienvenu. Figure-vous, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Donc je m'exprime pendant 1 heure, et puis à un moment donné, la question ressort. Il y a un élève qui lève le doigt et qui dit, moi, bon, j'ai bien aimé vos histoires et tout ça, mais Charlie, c'est bien fait pour eux, ils l'ont cherché. Et même s'il y a 1 minute de silence, on ne la fera pas. Applaudissements d'une 30aine ou une 40aine qui étaient là, qui applaudissent, etc. Un peu le... Bref. Bien évidemment, je m'étais un peu préparé. Je me suis dit, mais comment? Ça m'a travaillé, quoi. Comment on peut sortir de ce cadre binaire, quoi? S'ils le disent, c'est qu'il y a blessure. D'accord? S'ils le disent, c'est donc blessure contre blessure. J'ai mal, je fais mal. Je souffre, tu vas souffrir. Bien fait pour eux, c'est déjà la séparation. Ça veut dire qu'il y a eux et nous, quoi. Comment on répond à ça? C'est un très bel exercice pour la non-violence appliquée, hein. Je vous jure. Hein. Comment on répond à ça? Alors j'ai commencé par lui dire, d'abord, je te remercie de ce que tu viens de dire, parce que tu n'es pas un comédien. Et si tu le dis, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui brûle en toi. Et je te remercie de l'avoir dit. Devant tes camarades à visage découvert, de manière apaisée. Je te remercie vraiment. D'ailleurs, je dois te dire que je n'ai, comme toi, je ne suis pas un inconditionnel de Charlie. Tu vois, il y a des fois où la une de Charlie, ça peut me... je peux trouver que c'est plus ou moins bien, tu vois. Ça, on a tous le droit, non? Tu m'as dit que tu étais musulman. Ouais. J'ai dit, je comprends encore plus si tu es musulman que tu puisses te sentir touché, humilié, blessé. J'ai dit, je n'ai aucun mal à comprendre cela. J'ai dit, mais par contre, je voudrais te poser une question. Et vous allez voir, c'est l'occasion de faire un pas de côté, vous savez. En non-violence, on aime beaucoup ça. Le pas de côté, c'est-à-dire, on vous a toujours présenté cet objet comme ça, et puis un jour, quelqu'un vous demande, vous invite à le regarder comme ça. Je vous rappelle que le 7, 8 et 9 janvier 2015, il y a eu 17 vies qui ont été terrassées. 20 vies qui ont été terrassées. 17 victimes innocentes et 3 tireurs qui ont fini par mourir, eux aussi. Donc 20 vies au total. Alors je demande à notre ami, je lui dis, dis-moi, si parmi les 20 personnes qui ont perdu la vie, il y avait eu la personne que tu aimes le plus au monde, aurais-tu préféré qu'il soit dans le rôle de la victime innocente ou dans le rôle du tireur qui a fini par mourir? Silence. Il me dit, vous pouvez reposer la question là. Vous voyez le pas de côté? On sort du binaire, c'est plus A ou B, là. Il n'y a pas que les bons et les méchants. Ah, ça c'est simple. Nous on est les bons, les méchants, etc. Je repose la question, j'ai dit, s'il s'agit de ton frère, aurais-tu préféré que ton frère soit dans le rôle des victimes innocentes, l'agent de police qui faisait la circulation, la maman qui faisait ses courses, ou bien dans le rôle du tireur qui a fini par mourir, lui aussi? Eh bien, je vous jure qu'au bout de 5 minutes, on était tous d'accord. Ne pas tuer, c'est beaucoup plus digne. Ne pas être le tueur, c'est beaucoup plus honorable. Ôter la vie à quelqu'un, c'est la défaite la plus ultime pour l'être humain. Ne pas être le tueur, c'est beaucoup plus honorable. Je préfère que mon frère soit dans le rôle de la victime innocente plutôt que dans le rôle du tireur qui a fini par mourir. Ôter la vie à l'autre, je le disais, c'est l'échec le plus total pour l'humain. Le meurtre n'est pas négociable. Le meurtre n'est pas négociable. Il n'y a pas une religion, une non-religion qui t'invite, qui te donne l'ordre, qui te demande de porter atteinte à la vie de ton prochain, qu'il soit de ta communauté ou pas. Le meurtre n'est pas négociable. Je vous jure, il y a eu une paix dans cet amphi. C'est sorti avec une sérénité incroyable. Bien, voyez, ça aussi pour nous, ça vaut autant qu'un décret de loi. Parce que c'est avec ça que vous prévenez les tragédies de demain. Parce que si vous laissez en jachère ça,
dans la société. C'est bien fait pour eux. Ils l'ont cherché. Et je repars avec ma blessure. Blessure contre blessure. Qu'est-ce que ça donne demain dans la rue? Qu'est-ce que ça devient si on laisse ça en jachère? Je ne résiste pas à vous citer ces 3 phrases de Marie Balmary, qui est une psychanalyste française que j'ai eu l'honneur de rencontrer, dans un livre qui s'appelle La Divine Origine. Elle a écrit « Pour les tueurs comme pour les tués, le meurtre est mortel. Psychiquement, il est beaucoup plus mortel pour celui qui tue que pour celui qui est tué. Si tu tues mon corps, tu tues ton âme. » Et elle rajoute « Mais qui a jamais pris l'initiative du meurtre sans avoir été au préalable psychiquement assassiné ?» C'est-à-dire que l'âme est tellement en souffrance qu'elle réclame la souffrance des autres. Ce sont les âmes mortes qui sortent les couteaux. Et c'est justement là, si nous sommes là ce soir, c'est pour savoir qu'il y a un autre choix. Éviter au bourreau d'être un bourreau et éviter à la victime d'être une victime. Agir avant les kalachnikovs. Parce que quand les kalachnikovs sont là, on ne peut plus que constater les dégâts. Ce qu'il nous faut, c'est investir en amont. Et c'est ce travail-là qui est précieux. C'est ce travail-là qui portera ses fruits. Alors, je n'irai pas au bout de mon exposé, mais je voulais finir par une bonne nouvelle. C'est la nouvelle que nous apportent les neurosciences aujourd'hui. Les neurosciences, dans leur recherche de pointe, elles ont fait des progrès considérables. Elles nous apportent des vérités sur l'être humain qu'on pensait insoupçonnables. Elles répondent à ces préjugés tenaces dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, l'homme est violent par nature, c'est inéluctable, fatalitas. Eh bien aujourd'hui, les neuroscientifiques du monde sont tous d'accord là-dessus. Je pense aux travaux des universités de Californie, des neuroscientifiques français, des neuroscientifiques allemands comme Joachim Bauer, qui a écrit un livre merveilleux qui n'est pas encore traduit, mais qui s'appelle Schmerzgrenze, ça veut dire la douleur limite, je vous parlerai de ça. Que nous disent les neurosciences? Elles nous disent notre nature humaine, elle est compassionnelle, elle est altruiste. La coopération, c'est notre nature. Nous avons un cerveau social. Nous avons un egalitarian brain, un cerveau égalitaire. Nous avons une aversion à l'injustice. Inequality aversion, c'est ça le concept qu'ils évoquent. C'est dans notre équipement biologique de base, notre disque dur. Nous avons besoin de coopérer, d'aider, de partager, de refuser l'inégalité. C'est incroyable. C'est notre équipement biologique de base. C'est ça qui va bien avec notre disque dur. Le désir d'équité est une impulsion humaine fondamentale. Et c'est bien parce que notre désir d'équité est en nous que bien que nous soyons nous du bon côté du monde, on n'est pas dans la joie profonde. Pourquoi on n'est pas dans la joie profonde? Parce que notre disque dur de base, il souhaite que dans le monde chacun ait droit à un verre d'eau, une paix, une dignité, un travail. Ce n'est pas le cas. Et c'est bien la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la joie profonde, même si nous pouvons nous considérer dans la partie du monde. Parce que notre disque dur empathique voit bien que le monde, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Dans le partage, dans la mutualité, il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça d'ailleurs que la non-violence nous rend heureux. Parce qu'elle nous reconnecte avec ça. En disant, mais notre vraie religion, c'est celle-là. C'est notre disque dur empathique. Nos vrais besoins, c'est celle-là. Les neurosciences nous parlent de l'exclusion. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant. On sait tous que le besoin d'appartenance est un besoin fondamental pour l'être humain. C'est un besoin essentiel. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand il y a des tragédies dans le monde, spontanément, nous sortons dans la rue, nous cherchons le nous. Moi, j'étais à Paris après les événements. Je vous jure, j'ai vu des trucs à Paris que je n'avais jamais vus. Pas besoin de mots d'ordre, pas besoin d'affiches. Tout le monde sort dans la rue et vous voyez des gestes que vous n'avez jamais vus. Pourquoi? Parce que le nous, l'appartenance, est un besoin fondamental. Or, aujourd'hui, psychologiquement, très souvent, nous vivons dans des bidonvilles moraux, des bidonvilles d'exclusion, de solitude, de peur, d'irrespect. Très souvent, nous vivons dans des bidonvilles. Le port d'attache. L'homme, il a besoin d'un port d'attache. La famille, le village, le quartier. Pendant 9 mois, voyez, nous vivons dans un attachement profond à une personne. Après, on découvre l'autonomie. On sort, on découvre l'autonomie. L'autonomie, elle prend racine dans cet attachement-là. L'enfant à qui on a donné un port d'attache, plus le port d'attache est fort, plus l'autonomie sera sereine. C'est automatique. Moins le port d'attache est fort, plus l'autonomie sera bancale. Le port d'attache, c'est quoi? C'est l'endroit où l'on aime, où l'on m'aime parce que je suis qui je suis. C'est ça le port d'attache. C'est l'endroit où l'on m'aime parce que je suis qui je suis. Vous voyez, moi, quand je rentre dans mon village,
Les gens, ils ne voient pas le chanteur, ils ne me parlent jamais de la chanson. Ils ne me parlent jamais des concerts, des trucs. Ils voient en moi l'enfant du village qui a grandi là et j'oublie tout à fait mon rôle. C'est le port d'attache. Je t'aime parce que tu es qui tu es. Je n'ai pas besoin que tu sois chanteur pour que je t'aime, pour t'aimer. Je t'aime parce qu'on a grandi ensemble, etc. Le port d'attache. Or, les neurosciences nous disent aujourd'hui, eh bien, savez-vous que le fait d'être rejeté, le fait d'être exclu, est perçu par le cerveau comme une souffrance équivalente à une souffrance physique. L'exclusion sociale porte atteinte à notre intégrité physique. L'exclusion est perçue par le cerveau, il est rangé dans la case menace de mort. C'est un signal d'alarme de la même intensité. Quand je suis exclu, je suis en situation de douleur limite. C'est ce que Boer appelle. Quand je suis exclu, je suis en douleur limite. Je suis aux frontières du supportable. Je vous jure, si vous lisez certains événements avec ce concept-là, vous ne le justifiez rien, vous ne pactisez avec rien, surtout pas avec la terreur, vous n'excusez rien, mais vous lisez mieux les choses. Quand je suis exclu, c'est une menace de mort. Bref, combien le monde aujourd'hui produit d'êtres humains qui sont ignorés, déclassés, humiliés, brisés, exclus, à qui on dit il n'y a pas de boulot pour toi, il n'y a pas de place. Et qui vivent justement en douleur limite. Je vous signale qu'en France, il y a 220 000 tentatives de suicide par an. Si ça, ce n'est pas une preuve de la douleur limite, excusez-moi. C'est la douleur limite. Et on peut la supporter, la douleur limite. Et puis, chez une infime partie de gens, ça explose. Ça explose soit contre moi, tentative de suicide ou de fuite par la drogue, par tout ce que vous voyez, soit ça explose contre la société. Je suis en douleur limite. Vous voyez, la douleur limite, dans certains cas, ça peut donner des Hitler. C'est bien ça ce qui se passe. Je suis en douleur limite. Ça n'explique pas. Donc, ne pas être voulu, Bauer nous dit, c'est plus fort que la persécution. Sans appartenance, je suis en menace de mort. Et là, on se raccroche à ce qu'on veut. Drogue, religion, etc. Bref. Alors, comme on est dans cette période-là, je voulais vous dire, je finirai peut-être par là, justement à ces jeunes qui prennent des armes aujourd'hui, est-ce que quelqu'un leur dit à 13 ans que la vie c'est sacré? Que tu as droit à toutes les émotions, mais tu n'as pas droit à tous les comportements? Que le meurtre c'est pas négociable? Je vous jure, ils sont en mesure de le comprendre. Dès que vous écoutez la part qui vous revient, c'est-à-dire qu'ils ont un lieu où déposer la souffrance, la colère. Et là, c'est un peu tout qui change aujourd'hui. Alors, on n'est pas équipé pour le conflit, je disais tout à l'heure. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être en douleur limite pour un rien. Il y a un jeune à Marseille récemment, il a tué un camarade pour une histoire de casier. Vous voyez la précarité émotionnelle que ça représente? Tu as pris mon casier, on sort, on s'explique, et je suis en douleur limite pour un rien. C'est-à-dire précarité émotionnelle, manque de souveraineté émotionnelle incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand un policier arrête un jeune noir et le traite de bamboula? Vous voyez ce que ça veut dire d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle? Là, c'est l'intelligence émotionnelle degré zéro. Là, on est au degré zéro. Ce que bamboula, c'est une bombe. Ce que vous provoquez quand vous traitez quelqu'un, alors là, c'est terrible. Je vois en allant beaucoup dans les prisons, quoi. Il y a eu, je crois cette année, il y a eu 5000 conflits dans les prisons, 5000 incidents. Pourquoi? Parce que nos amis surveillants de prison, ils vous le diront, on n'a pas besoin de plus d'autorité, on a besoin de plus de formation. Nos amis policiers, ils n'ont pas besoin de plus de pouvoir, ils ont besoin de plus de formation. Et vous voyez pourquoi, aujourd'hui, il y a besoin d'institutionnaliser, de mettre à la portée de tous cet outil, cette boussole, qui à notre sens est un équipement de vie pour le XXIe siècle. C'est un besoin urgent de mettre ça à la portée de chacun. Et ces outils sont là. Mais vous voyez, tout ce que je viens de vous dire là, c'est dans les livres, c'est dans les analyses, c'est dans les films. Mais nous manquons de semeurs. Nous manquons de semeurs. Et effectivement, quand vous parlez de non-violence aujourd'hui, vous ne faites pas la une. Pas encore. Ça viendra. Qui investit dans la non-violence aujourd'hui? Qui se dit que ça peut être précieux, c'est important? Et pourtant, dès que vous la proposez, ça libère. La violence, elle est organisée, elle est omniprésente, elle est sacralisée. Lisez les travaux de Michel Desmurger, il vous explique pourquoi la violence est omniprésente sur les écrans. Parce qu'en fait, un cerveau qui reçoit une émotion forte, il est beaucoup plus disponible pour l'écran publicitaire qui vient après. Parce que quand vous recevez une émotion forte,
ben vous êtes, laisse-moi reprendre mes esprits, hein. Et là je suis là scotché devant l'écran. Donc aujourd'hui nous récoltons le fruit de cette désorientation-là, quoi. Comment on s'y prend? Ben voilà. Aujourd'hui, la seule réponse, c'est que, par exemple, on construit de plus en plus de prisons. Je vous signale qu'en France, on commence à privatiser des prisons. Et les prisons, bien évidemment, quand vous y mettez un peu les pieds, vous voyez qu'on construit plus de prisons parce qu'on dit on a peur de l'accusation de laxisme, hein, en disant vous êtes trop laxiste. Et ces mêmes prisons que l'on construit sont, elles, porteuses de encore plus d'insécurité, parce que c'est une école du crime incroyable. Et vous voyez le cercle vicié, quoi. Bref. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Nous, ce sont les solutions qui nous passionnent. Et vous aurez compris pourquoi c'est très passionnant. Et vous aurez compris combien on a besoin d'être contagieux. Je vous disais au début, j'ai peur de ne pas être assez contagieux. Mais si nous sommes contagieux, mes amis, devant nous, il y a un chantier fantastique qui peut nous libérer et faire que véritablement on entre dans un nouveau siècle des Lumières. C'est ça qui nous attend. Nous avons besoin aujourd'hui, c'est fondamental, nous avons besoin d'armes d'instruction massives pour inviter chacun à rentrer dans ce siècle-là. Par l'éducation, ça s'apprend. Il y a tout, il y a tout. Il y a les études, il y a les philosophes. Vous imaginez des gens comme Jean-Marie Muller, éminent philosophe de la non-violence. C'est un illustre inconnu en France. Le mec, ça fait 40 ans qu'il bosse là-dessus, il a écrit des bouquins fantastiques, le dictionnaire de la non-violence, bref, etc. Vous voyez combien c'est exaltant. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais vous dire, mais peut-être que dans le débat, ça fait combien? J'ai trop parlé. Hein? C'est bon? Et on pourra continuer et évoquer d'autres points. Mais je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages qui souhaitent... Bon, alors nous sommes nombreux dans des questions assez brèves ou des points de vue exprimés de façon assez concise. Voilà, de préférence. Donc déjà, je souhaiterais vous féliciter pour votre intervention. Je n'ai rien à redire. Je pense que vous délivrez un message intéressant et noble. Néanmoins, bon, je vais éviter de trop m'étarder, mais je vais quand même revenir sur un point. Vous avez évoqué assez timidement le message des puissants qui serait un appel justement à la violence. J'aimerais revenir sur ça. Je pense que j'ai un avis divergent là-dessus, on est plusieurs à l'avoir d'ailleurs. Il y a un double discours dans les élites qu'on peut avoir. Alors moi je vais la nommer, je parle de bourgeoisie. La bourgeoisie française par exemple va exprimer deux avis contraires. Quand on voit des ouvriers en colère, on va leur dire reportez votre violence dans les actes. Ne faites pas d'actes violents. Allez voter tout simplement. Et là on a un appel à la non-violence évidemment qui est faux. Totalement faux. On demande au peuple d'exprimer sa violence dans les urnes. Mais cette bourgeoisie qui, par ailleurs, elle, va aller porter la guerre partout dans le monde, va exporter des armes, va introduire des conflits partout dans le monde et elle va réprimer aussi énormément dans la violence le peuple qui veut exprimer sa violence et sa colère. Donc, je comprends ce que vous voulez faire. Je pense que ça manque peut-être de remise en perspective puisqu'on a quand même dans notre monde, effectivement, un double discours. Ce discours de exprimer sa colère par les urnes, mais nos classes dirigeantes voudraient, elles, continuer à exporter la violence dans le monde. Et au final, on aimerait... peut-être qu'il faut interroger plus de qui répand réellement la violence dans nos sociétés. Différentes violences. Et j'aimerais aussi une question. Vous avez parlé d'une étude scientifique sur les luttes et la réussite des luttes. J'aimerais savoir sur quels critères on peut considérer qu'une lutte non violente réussit et aboutit, et une lutte violente échoue. Voilà, merci. Alors, écoutez, moi j'essaie de faire partie de ceux qui votent 365 jours par an. Je pense que là nous sommes en train de voter. Mais réellement. Et que nous votons à notre manière et que nous sommes véritablement dans un moment éminemment politique, là, au sens noble du terme. C'est-à-dire transformer la société, non pas parce que vous rêvez d'un strapontin, mais parce que vous prenez ce pouvoir qui est là, et dont on est très souvent démuni, celui dont parlait Václav Havel, le pouvoir des sans-pouvoirs. Nous avons un pouvoir immense, d'accord?
Victor Hugo disait, pourquoi ils sont puissants? Parce que nous sommes à genoux. Pourquoi Monsanto est puissant? Parce que nous sommes à genoux. Et parce que nous sommes déconnectés de ce pouvoir quotidien que nous avons de voter tous les jours en consommant, en achetant, en réfléchissant. Et c'est ça qu'on a. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous avez dit, vous avez parlé du vote. Bien évidemment, la bourgeoisie, la violence dans le monde, oui, je suis bien d'accord. Il y a un certain nombre de contradictions. Vous vous rendez compte que je fais référence à ce mot qu'on entend très souvent. Vous savez, on dit « je ne peux pas vous prendre sur ma barque ». Parce qu'on est tous porteurs de violence, bien évidemment. Les structures, elles sont violentes aujourd'hui dans le monde. Et puis on entendrait dire aussi, je ne peux pas vous prendre sur ma barque parce qu'elle va couler. C'est un argument qui marche très bien. Oui, qu'effectivement, moi je suis en Méditerranée, je vois en face de chez moi, dans la mer Méditerranée, mourir des milliers de gens, etc. Et à ces gens-là, on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Mais en fait, voyez-vous, justement, dans cette violence structurelle dont vous parlez, il ne s'agit pas de prendre les autres sur notre barque. C'est pas ça que la question qui nous est posée. Il s'agit de vouloir et de construire un monde où chacun a droit à sa barque, à son bout de pain, à sa dignité, à sa paix. Est-ce que nous le voulons vraiment, ce monde-là? Quand l'injustice nous profite, ici ou là dans le monde, ben, on n'a rien à redire là, ici ou ailleurs, d'accord? Quand Vinci est accusé de travail forcé en servitude au Qatar, quand Veolia porte plainte contre l'Égypte qui veut augmenter le salaire minimum de 41 à 72 euros par mois, là c'est que, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça c'est porteur de violence. Ça fait la violence structurelle du monde qui justement déstructure tout le partage et qui est au cœur de la paix et de la justice. Il n'y a de paix que s'il y a cette justice-là. Donc, bien évidemment, ces violences structurelles sont là. La question est de dire comment on s'indigne. Comment on abat ce mur-là? Eh bien, nous pensons effectivement que c'est avec des moyens nobles, que c'est avec des petits pas, que c'est en votant tous les jours, et que ce sont ces petits pas-là qui font qu'à un moment donné, nous sommes nombreux. L'exemple, par exemple, de la chute du mur de Berlin, qui nous a été présenté comme une espèce de miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une lutte non violente, parfaitement organisée et structurée pendant des années par des militants de la non-violence, qui ont commencé par se réunir dans des villes de l'Allemagne de l'Est à 7, à 8, à 10, à 15, à 20, en disant « Non, on n'est pas des militants politiques, nous sommes des groupes de prière ». Et ils se réunissaient le lundi soir à Erfurt, à Dresde, à Leipzig, etc. Ils ont fait tomber le mur de Berlin, dont on pensait tous que ça allait être une effusion de sang, une guerre civile. Donc vous voyez, je crois que les méthodes existent, les outils existent. Il faut juste alphabétiser. Il faut se remettre debout. Ça, c'est bien évident. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous assomme, c'est de dire, de toute manière, ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. Et vous voyez bien aujourd'hui que le pouvoir politique, celui que nous déléguons en cochant une case tous les 5 ans, mais il est d'une inefficacité notoire. Parce que la démocratie, c'est la participation. À quoi nous participons? Je ne peux pas me contenter de dire, j'ai voté, maintenant, ciao, dans 5 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est ce pouvoir-là que nous avons, nous. Et c'est ce que montre aujourd'hui la société civile planétaire. Toutes les alternatives, elles naissent d'où aujourd'hui? Elles partent d'en bas. Les États ne sont pas capables de faire un procès à Monsanto, mais les sociétés civiles et les associations en font un. C'est extraordinaire. Les États ne sont pas capables, apparemment. Vous voyez le problème du glyphosate aujourd'hui, toutes les contradictions, ça prend, etc. Donc, c'est véritablement un défi, et l'outil de la non-violence, il est d'une pertinence comme jamais il a été. Donc, nous croyons à ça. Et là, au sens de la non-violence active, dont j'ai un peu moins parlé aujourd'hui, mais la manière dont ont été dénoncées la délinquance fiscale par les faucheurs de chaises. Si ça, ce n'est pas un exemple vertueux de lutte non violente. En Corse, on a toujours pensé que pour dénoncer la délinquance fiscale, il fallait mettre des bombes aux agences bancaires. C'était risqué, ça coûte cher, on paye en années de prison, et surtout, le peuple, il se désengage. Car quand je vois la violence, il n'y a plus personne. Puis le lendemain, dans les journaux, on ne parle plus du problème de la délinquance fiscale, on ne parle que de la violence. Car quand la violence est là, elle prend toute la place. C'est la raison pour laquelle elle est très utile au système. Elle est fabuleuse, la violence. Il y a une manif, il y a 30 casseurs à la fin, le lendemain, on ne parle plus que des casseurs. Donc il faut nous reconnecter, redéfinir le terme de lutte, à mon sens, et lui donner la noblesse qui est la sienne, c'est-à-dire il n'y a de lutte qui réussit que s'il y a une participation du peuple.
les grands-pères, les grands-mères, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Là, on peut gagner. Et on peut remporter des victoires extraordinaires. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Hein. Merci à vous en tout cas. Oui. Est-ce que le début de la violence n'est pas de considérer que la bourgeoisie est la cause? Il faut un coupable. Je trouve ça d'un ridicule, ça m'a complètement bouleversé d'entendre. Les bourgeois sont violents et les autres ne sont pas violents. Non mais c'est quoi ça? Ça me semble grave que dans une assemblée digne, on utilise l'autre pour indiquer c'est lui qui n'est pas bien, c'est lui qui n'est pas bien, moi je suis tellement bien. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui dans le monde, vous voyez, pour faire le pont entre vous deux, parce que je pense qu'il y a une part de vérité, je crois que ce qu'il faut qu'on considère aujourd'hui, c'est que l'adversité et l'ennemi, il peut passer en chacun de nous. Et c'est ça qui est grave dans le monde. C'est que si l'ennemi passe par moi, par toi, et corrompt chacun de mes actes, ben vous comprenez bien que c'est là où le problème commence là. Et là, Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc commence par toi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Vous savez, un jour, on a demandé à Arundhati Roy, c'est une écrivaine, une conscience du peuple indien extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, vous la connaissez sans doute, cet écrivain. Et un jour, elle a demandé, parce que la répression de la justice indienne et de la police indienne sur les peuples autochtones là-bas est assez sévère, et elle demandait à un responsable de la justice, elle lui dit, mais comment se fait-il que quand même ces peuples premiers, qui sont souvent 1000 individus, 2000, 500, 800, ces peuples autochtones, ce sont les plus radicaux pour défendre la terre, pour empêcher la déforestation. Ils se battent jusqu'à la mort, et en plus main nue et sans armes. C'est l'exemple des Standing Rock, par exemple, aux États-Unis. Hein, d'accord? Et alors le mec, il explique, il dit, mais... Il a dit, j'ai bien compris le problème. Il a dit, mais c'est vrai, ils sont radicaux, ils ne lâcheront pas. Il me dit, en fait, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'appât du gain. Ils ne savent pas ce que c'est l'appât du gain. Et soit, alors il dit, mais alors comment il faut faire? Ben, il a dit, soit il faut les exterminer. Il a dit, autrement, ils ne lâcheront jamais. Ou bien, il a dit, il y a une solution. Alors, quelle est la solution? Elle a dit, il faudrait mettre une télé dans tous les foyers. Elle a dit, si on met une télé dans tous les foyers, eux et leurs enfants vont apprendre l'avidité. S'ils apprennent l'avidité, ils sont morts. Est-ce que nous avons appris l'avidité? Est-ce que ça n'est pas ce qu'on nous apprend tous les jours et de la manière la plus perfide et la plus efficace, à tous, tous les jours? Est-ce que ça passe pas un peu par nous? Donc, à nous de savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est très intéressant. Donc l'ennemi, il peut aujourd'hui, il est invisible, il finit par passer par chacun de nous. Et c'est là où nous avons un travail fantastique à faire. Mais c'est un chantier fabuleux, parce qu'on n'est pas en dictature. C'est ça qui est beau. Donc, et quand on commence à repérer en moi, dans mes comportements, dans mes gestes, dans mes actes, dans ma démission, dans ma résignation, alors là, on commence à changer le monde. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux ce soir. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, 300 lycéens, demain 200, vont entendre une parole qu'ils n'entendent jamais. Dans un monde où la violence est banale, sacralisée, et ils n'ont le choix qu'entre s'écraser ou frapper, quoi. C'est-à-dire, au final, à être très conservateur. Et à être porteur de la maladie, et pas de la bonne santé. Et le virus, il passe par chacun de nous. Et il corrompt chacun de nos actes, parce que le journaliste, il ne va écrire qu'un article que si ça fait de l'audience. Moi, je ne vais faire un album que si j'arrive à vous en vendre le maximum, l'autre, il va... Et c'est ça. Alors là, on est perdu, quoi. Mais si par contre, nous retrouvons ce socle de valeurs qui fait celui de... Alors là, ça peut tout changer. Et la participation citoyenne, celle de tous les jours. Votons 365 jours par an. Alors, moi, j'ai une question qui revient très, très fréquemment quand j'entends parler de non-violence. C'est pour quelles raisons les non-violents se font assassiner? Alors évidemment, je veux parler de Gandhi et de Martin Luther King pour les plus connus. Mais ça me revient systématiquement. Ce sont des non-violents et on les assassine. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Parce que alors moi, je me questionne depuis des années. Et bon, j'ai peut-être pas suffisamment creusé. La question, elle est à la fois complexe et simple. Mais j'ai envie de dire que quand vous êtes dépositaire d'une force aussi tellurique que celle de la non-violence, car c'est une force subversive, tellurique, incroyable, vous gênez forcément.
Vous gênez forcément. Et on va profiter du moment de la discrétion, du moment où vous êtes seul, du moment où vous êtes vulnérable, pour éventuellement vous donner le coup de poignard, quoi. On sait très bien que pourquoi il est si difficile de désobéir? Parce qu'au début, quand vous désobéissez, vous êtes seul. Le désobéissant, il est seul. C'est d'ailleurs le sort que vivent aujourd'hui les lanceurs d'alerte aujourd'hui. D'accord? Vous avez parlé avec quelques lanceurs d'alerte aujourd'hui? Vous avez vu ce qu'ils vivent aujourd'hui? Parce qu'ils ont dénoncé des vérités au sein d'une banque, au sein d'une multinationale comme Nestlé ou autre, etc. Dire la vérité va coûter de plus en plus cher dans le monde. Savez-vous qu'en 10 ans, dans le monde, il y a 950 défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés. Vous voyez, ça va au-delà de Gandhi. Hein. Ils n'ont pas l'aura de Gandhi, la réputation de Gandhi. 950 défenseurs de l'environnement ont été assassinés sur la planète. Et les lanceurs d'alerte dont je parle, socialement, on les assassine. Quand vous parlez avec Yasmine Mortarjemi, qui a dénoncé le scandale de Nestlé en Suisse, elle travaillait à l'Organisation mondiale de la santé. Une fille brillante aujourd'hui. Si vous la voyez aujourd'hui, dans quel état elle est, incroyable. Elle dit, j'ai eu droit à toutes les promotions dans ma boîte. Dès que j'ai commencé à poser des questions et à dire, ah mais attendez, l'hygiène dans certaines usines, le problème de tel truc, etc. Elle a dit là, ça a commencé quoi. Ça a été l'enfer pour moi. Ça a été l'enfer. Et aujourd'hui, elle dit, le pire, c'est qu'en face, il y a des batteries d'avocats, que moi je suis obligé de sacrifier le peu d'argent que j'ai pour payer mon avocat. Et dit, le pire du pire, c'est que je ne peux pas renoncer, je ne peux pas démissionner, je ne peux pas m'arrêter. Je veux continuer le combat jusqu'au bout. C'est ça aujourd'hui. Donc dire la vérité dans le monde va coûter de plus en plus cher. Et quand celui qui l'a dit, il est en plus porteur d'un outil, d'une méthode, d'une analyse aussi subversive, aussi puissante que celle de la non-violence, ben il dérange terriblement, forcément. Alors au début, je dois vous dire que cette espèce de naïveté dans laquelle on enferme la non-violence, oui, moi je vois par rapport à la Corse, je pense qu'elle me protège, qu'elle nous protège. Parce qu'au début, on vous prend pour un bisounours, c'est génial. Vous voyez, par exemple, moi je pense qu'en Corse, la non-violence, l'éducation à la non-violence est l'attaque la plus frontale et la plus efficace contre le système mafieux qui existe. Parce que vous voyez, un système mafieux, vous ne l'attaquez pas comme ça de front, hein, parce que vous connaissez la loi, hein, d'accord? Par contre, si vous l'attaquez de manière intelligente, qui semble naïve au départ, là vous faites quoi? Vous faites lever la force du peuple. Et ce n'est que le peuple qui, à un moment donné, peut se libérer de ce système comme ça. Pourquoi Rosa Parks a réussi aux États-Unis? Parce qu'autour d'elle, il n'y avait pas que des spectateurs. Il y avait des gens qui disaient, si elle va en prison, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors là, c'est mort. D'accord, c'est ça. Donc c'est alphabétiser le peuple, nous rendre forts dans le sens du chercheur de justice qui dit, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Ça, c'est... Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est simple et complexe, mais c'est une vraie question. En tout cas, c'est une réalité qui interroge. Ça, c'est sûr. Oui. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un désir de m'exprimer sur le fait que la non-violence, ce n'est pas seulement une matière de fac, surtout pas, et que c'est surtout pas que Martin Luther King, que c'est surtout pas les autres, que c'est pas surtout pas la Corse, c'est du matin au soir, c'est avec les petits-enfants, c'est dans le groupe associatif dans lequel on n'arrive pas toujours à gérer les relations. Et si on cherche un engagement, eh bien, il y a Sivens ici où il y a eu effectivement les pires violences, les affrontements avec la police, mais pas seulement à coups de bêtes de baseball ou d'opinel. Et il y a aussi toutes les phases de la non-violence ont été appliquées et utiles et ont montré leur force par rapport à ce conflit qui tournait vraiment au vinaigre, avec des gens qui se détestaient parce qu'ils considéraient les uns par rapport aux autres que c'était vraiment des délits de démocratie. Et avec aujourd'hui la construction d'un projet de territoire avec tous les gens qui se parlent. Donc on n'est pas abouti. Hein. Mais c'est vraiment la possibilité pour chacun du matin au soir à appliquer la non-violence à toutes ses forces, que ce soit en famille, que ce soit ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, merci beaucoup. Ça me permet juste d'évoquer brièvement, je ne vais pas faire long, mais il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est celui de la communication non violente. Vous connaissez quand même ici un petit peu, non? Marshall Rosenberg,
qui est un outil d'une efficacité incroyable, vous savez. Et Marshall Rosenberg, il a passé toute sa vie à réfléchir aux relations humaines, aux conflits. Et il a dit, en fait, la majorité des conflits, c'est à partir des mots que nous utilisons. Changez les mots, et vous allez voir, vous allez prévenir beaucoup de conflits, et vous allez mieux les résoudre. Alors, je ne résiste pas à mon idée, ça fera une petite récréation, de vous sortir les 2 marionnettes qu'il a inventées. La première, c'est le chacal. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le chacal, il a très mauvaise réputation, il sent mauvais, il exige, il hurle. On peut parler comme un chacal, monsieur, vous voyez. On peut penser comme un chacal et on peut écouter comme un chacal. Très souvent dans la vie, nous le faisons. Et aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux, les troupeaux de chacals qui circulent, voilà. Puis il a inventé une deuxième marionnette, c'est la girafe. La girafe, c'est l'animal au monde, en proportion de son corps, elle a le cœur le plus grand. On peut donc penser, parler, écouter comme une girafe. D'accord? Et il dit, nous avons le choix. Nous pouvons cultiver l'un ou l'autre. Il a dit, mais tous nos conflits commencent par là. Les mots que l'on utilise et comment on se parle. Ça commence par là. Hein? J'arrive ce soir, l'ado qui rentre, maman, t'as lavé mon jean. Ah non, est-ce que j'ai pas pu... Ah, mais c'est bon, il n'y a que toi qui compte. En ce moment, tu t'occupes que de toi. Il n'y a que toi qui... Ok, le chacal, il exige. Puis maman, comme elle est plutôt girafe, elle vient taper à ma porte. Moi, j'ai mis la musique à fond. Et ma fille, j'étais chez le médecin aujourd'hui et puis j'ai pas une bonne... Non, mais c'est bon. T'es une égoïste, tu penses plus qu'à toi. Aujourd'hui, bref, le chacal, il existe. Il exige. Il ne demande pas. C'était un professeur qui me racontait cette anecdote-là. Il me disait, j'arrive le lundi matin, je vois Nathalie. Je lui dis, Nathalie, tu m'as l'air triste ce matin. Ah, monsieur, en plus, vous me demandez si je suis triste. Ben, oui, d'habitude, tu arrives le lundi matin, tu as le sourire, tu as le soleil de la classe. Ah, monsieur, vous avez vu la note que vous m'avez mise? La note que je t'ai mise. Ah, monsieur, vous m'avez mis 4. Mais, Nathalie, tu as lu ton devoir. Ça fait 2 fois que tu ne viens pas en cours, etc. Et, oui, d'accord, monsieur, mais je suis la seule à avoir 4. Vous voyez la posture du chacal? J'ai pas eu 14, mais c'est de votre faute. Je suis pas heureux, c'est à cause de vous. Le chacal, il juge, il se remet jamais en question. D'accord? Et puis 2 jours après, le prof, il sort du collège et il rencontre la maman chacal. Et la maman chacal, elle en rajoute une couche. Ah, vous n'aimez pas ma fille, hein? Comment j'aime pas votre fille? Ah, au début, vous aimez bien, vous trouvez sympathique, mais là, bah, écoutez, je lui ai mis 4, mais madame, ça méritait 0, j'ai mis 4. Oui, d'accord, mais c'est la seule de sa classe à avoir 4. Je vous jure, au début, elle était... Vous voyez comment, rien qu'avec les mots, je suis toxique? Et là, je viens d'inventer un conflit entre prof, parents, élèves. Les mots, ça déclenche absolument tout. Alors, je ne vous dis pas 2 chacals qui se rencontrent, ce que ça peut donner. Hein. 2 chacals qui se parlent, très souvent, c'est « Oh, tu m'écoutes !» Et l'autre chacal répond « Oui, je t'écoute, oh !» En fait, personne n'écoute. Dès que nous sommes conscients que la manière de parler est porteuse, et c'est là ce qui banalise tous les mots. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans le junior, vous dites « Oh, mais t'as vu comment tu lui parles? T'as vu les mots que tu utilises? Bâtard, c'est ça. Tu aimes que je te traite de bâtard, etc. » Par contre, ce serait bien que tu fasses pousser un peu ta langue girafe, tu vois. Tes oreilles girafes, quoi. Récemment, il y en a un qui vient à la fin d'une conférence, il me dit « Monsieur, ça y est, vous avez parlé du crocodile, du chacal, hein, là tout à l'heure, ils m'ont insulté, et puis là, maintenant, en sortant, ils m'insultent, même tout ce que vous avez dit. » J'ai dit, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il m'a traité de connard, monsieur. Alors j'ai envie de sortir, là, J'ai dit, non, attends, tu vois. J'ai dit, imagine qu'il t'ait traité d'éléphant bleu. Ah, il me dit, mais monsieur, je ne suis pas un éléphant bleu. J'ai dit, tiens, un connard. Il me dit, non, je ne suis pas un connard. J'ai dit, alors pourquoi, s'il te traite de connard, tu ne peux pas mettre un peu tes oreilles girafes et dire ça me passe au-dessus? Dès qu'il te met un truc, toi, tu es comme le taureau, on te met un chiffon rouge, tu fonces. J'ai dit, tu vas te défouler, tu vas voir, sors dans la cour et tu le traites d'éléphant bleu. Il est sorti, espèce d'éléphant bleu, hein. Vous voyez, vous évitez le truc crocodile. J'ai dit, toi, tu es obligé, dès qu'on te... Tu es tellement vulnérable pour que... Il suffit que je te traite de connard, c'est bon, tu crois tout de suite. Le jugement chacal, toi, tu le valides immédiatement. Et justement, Marshall Rosenberg, il disait ça. Il disait, la première chose que vous allez apprendre, c'est ne pas croire le jugement chacal. D'ailleurs, ça peut être votre cas ce soir. Peut-être qu'en rentrant, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire mais tu n'as rien à foutre le soir à 20h d'aller écouter un chanteur qui parle d'un violon. Chanteur, quoi. T'as rien à foutre qu'à aller faire ça, toi. Oui, le chacal,
Alors bien sûr, si vous faites votre chacal vous aussi, vous pourriez faire le chacal. Vous pourriez répondre, mais toi, tu t'es pas vu, toi, devant ta télé pendant 2 heures, espèce d'abruti. Mais vous allez mettre vos oreilles girafes. Vous allez essayer de comprendre. En fait, derrière le besoin qu'il exprime, en fait, il y avait un autre besoin qu'il exprimait. Peut-être il aurait préféré que vous soyez là pour préparer à manger, ou bien pour faire ça, etc. Mais vous jugez. Et Marshall Rosenberg, il dit, première chose, n'écoutez pas le jugement du chacal. Il faut qu'il vous passe au-dessus. Parce que si vous l'écoutez, bref, parce que moi aussi, bien évidemment, si je voulais faire comme lui, ben je pourrais rentrer dans le jeu. Tu me rabaisses, je te rabaisse. Et ça, la non-violence, elle te dit non. Ça n'est pas parce que tu ne me respectes pas que je ne vais pas te respecter. Ça, c'est un fondement de la violence, de la non-violence. Tu ne me respectes pas, mais ce n'est pas pour autant que moi, je ne vais pas te respecter. Je sais, c'est difficile. Hein. J'aurais envie de lui tordre le cou. Hein. Non. Toi, tu me rabaisses. Non, je ne veux pas te rabaisser. Et là, c'est un travail. Ça s'apprend. Mais quand vous êtes dans ces stratégies-là, monsieur, vous avez bien raison de dire, tout commence par les mots, quoi. Je change les mots. Alors amusez-vous, vous allez voir combien de fois nous sommes chacal ou girafe. Il y a un élève qui m'a dit l'autre jour, ici au lycée, monsieur, il y a des chacals ceinture noire. Ah ben, ouais. J'ai dit, ben, j'espère qu'il va y avoir des girafes ceinture noire aussi. Oui, donc voilà, ça c'est très... La communication non violente est un outil extraordinaire pour nous faire prendre. Et voyez comment justement l'utilisation de cet mot, tout à l'heure je parlais de bamboula ou de trucs. Là en termes de CNV, on est au degré 0. Hein. Et voyez ce que ça déclenche, ben, c'est le reptilien immédiatement. Hein. Donc voilà. Oui, oui. J'ai une question là. Est-ce qu'en tout lieu, je dirais en tout temps et en toutes circonstances, la non-violence est préférable en tant que lutte à la violence? Je prends l'exemple de l'occupation allemande. Est-ce qu'il aurait été plus efficace? Est-ce qu'on aurait gagné du temps en se cousant tous une étoile jaune sur la chemise plutôt qu'en prenant le maquis avec une mitraillette? Avec tout le respect que j'ai pour les résistants. C'est une question qu'on pose souvent à la non-violence, vous savez. Parce qu'à la non-violence, on l'invite quand on vous dit, alors, et au Bataclan, vous faites comment? Effectivement, quand les kalachnikovs sont là, moi aussi je me cache sous la table. Et si j'en ai une, et si je n'ai plus que cet outil-là, je vais m'en servir aussi. La question qui nous est posée à tous, c'est qu'est-ce que nous faisons avant les kalachnikovs? Qu'est-ce que nous faisons avant Hitler? Qu'est-ce que nous faisons avant le nazisme? Ça, c'est une très bonne question. Quand les Danois sont sortis dans les rues en disant, oui, nous portons tous une étoile jaune parce que nous ne voulons pas que nos frères juifs soient déportés. Quelle réponse merveilleuse. C'est là où vous démontez le nazisme. C'est là où vous ne collaborez pas. C'est là, je vous dis ça parce qu'en même temps, la Corse est une région de France où il n'y a pas eu un seul juif déporté. Il n'y a pas eu un seul juif déporté. Ils ont été accueillis dans un village dans le centre de la Corse qui s'appelle Ascou. Ils étaient là dans un collège et les gens en douce y passaient, ils leur donnaient de la nourriture, etc. Donc la question, bien sûr que quand les armes sont là, bah oui, mais avant les armes, avant le Bataclan, qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous prévenons? Qu'est-ce que nous enseignons? C'est là la véritable question. Et le nazisme, Hitler, il n'est pas arrivé tout seul. Il y a bien eu un certain nombre d'obéissances successives pour qu'il arrive. C'est là où on manquait les désobéissants, pour dire non, non. Mais quand il n'y a pas la désobéissance, etc. D'ailleurs, Hitler était lui-même quelqu'un qui était en douleur limite et qui a fini, lui, par ingérer beaucoup de violence. Alice Miller, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit en fait, le geste d'Hitler, le geste nazi, elle dit, c'est le geste de son père qu'il a violenté toute son enfance. C'est le geste de son père, c'est ça. Elle l'explique comme ça. Elle dit Hitler est un enfant battu après, son père lui a appris que même sous les coups tu ne pleures pas. Et sous les coups il était intrépide. Et c'est ça qu'il a voulu imposer comme modèle. D'accord? Je vais voir le monde comme moi j'ai toujours été vu. Moi j'ai été vu comme ça. Et je vais voir le monde comme ça. Et ça a fonctionné. Donc c'est toutes les obéissances qu'ils font. Mais vous avez bien raison que quand les armes sont là, il faut. D'ailleurs Gandhi disait je préfère la violence à la lâcheté. Oui, mais il rajoutait, mais je pense que la non-violence est plus efficace.
Oui, je préfère la violence à la lâcheté. Moi aussi, si je n'ai plus que ce recours. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la non-violence n'a pas comme ennemi la violence. Souvent, celui qui renverse la table, là, c'est peut-être le plus valeureux de nous tous. Parce que lui, au moins, il a eu le courage de renverser la table. Alors que nous tous, là, nous avons obéi. Lui, il a eu au moins le courage. Alors après, sur les moyens, on peut discuter. Effectivement. Et la Corse, c'est ça aussi. Moi, j'ai dit à mes amis corses, vous n'êtes pas trompés de lutte. Sur les moyens, c'est discutable. Surtout l'efficacité des moyens. J'étais au Pays Basque hier. Je vous jure, vous sentez bien les séquelles d'un trauma très fort, dont ils essaient de sortir aujourd'hui par un processus de paix. Vous le sentez bien, hein, combien là, le trauma, le sac à dos, il est lourd là à porter. Hein, parce que ça ne s'efface pas comme ça. Hein. Le trauma, il se transmet de génération en génération. Hein. Et pour l'évacuer, il faut une force. Et c'est là où l'outil vient aider, l'outil de la non-violence. Parce qu'il t'aide en même temps. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, tu as fait une faute, mais tu n'es pas ta faute. Si vous savez comment ça répare ça en prison, quand vous dites ça à un détenu. Mais mon pote, tu as fait une erreur. Tu viens d'en parler, là, tu as eu même la force de le dire en public devant tout le monde. Mais tu n'es pas ta faute toute ta vie. Si tu en as pris conscience, si tu fais le chemin, si tu as droit, toi aussi. Voilà. Mais ça commence par reconnaître. Je nomme la vérité. Je ne fais pas le languille, là. Je nomme, j'assume. Et là, tu permets. Alors là, tu peux. Là, on peut inventer des chemins incroyables. Mais c'est cette force-là. Mais simplement dire à quelqu'un, tu as fait une faute, tu n'es pas ta faute. Or, très souvent, on vous fige dans l'erreur. L'erreur, c'est une manière de te condamner. Hein. Tu es vraiment un con. Et vous finissez par le croire et vous finissez. Hein. D'accord? Eh bien, c'est là où l'outil est intéressant. Oui. Monsieur. Oui. Donc, bonsoir. Alors, oui, je vous écoute. On vous écoute. Oui. Allez. Merci déjà d'être venu nous présenter ce mouvement que je ne connais pas. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Plus près, le micro, peut-être. Comme ça? Oui, très bien. Merci beaucoup. C'est bon. Du coup, déjà, merci d'être venu nous présenter ce mouvement que moi, je ne connaissais pas du tout et j'étais curieux. Mais donc, vous avez déjà en partie répondu à ma question, mais vous avez évoqué plutôt le sujet de la Syrie. Je voulais aussi parler de l'esclavage en Libye, c'est le sujet d'actualité. Le mouvement de la non-violence, qu'est-ce qu'il prône par rapport à ça? Parce que quand les gens en face ne sont pas raisonnables, quand on ne peut pas le dialogue n'est pas possible, je pense, avec eux. Après, c'est mon avis, mais oui. Où vous placez, vous, par rapport à ça? Est-ce que ce ne serait pas là les limites de la non-violence? Je ne connais rien, du coup. Pas oui, non, mais c'est très intéressant, votre question. Je vous signale qu'en Syrie, au début de cette guerre atroce, existait en Syrie des mouvements non-violents. Hein. Il existe un Gandhi syrien, figurez-vous, qui a été assassiné. Parce que les premières personnes que Bachar el-Assad a assassinées en Syrie, c'est les non-violents. Il a libéré des terroristes qui sont sortis et les premières cibles, ça a été les mouvements non-violents. Et nous, pour gérer cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a encouragé avec un seul euro ces gens-là? Encore aujourd'hui, pas du tout. On a envoyé des rafales, des armes, des avions en disant on va pilonner, tu vas voir. Et c'est en pilonnant qu'on croit. On n'éteint pas le feu avec le feu. Les mouvements non-violents qui existaient en Syrie et qui ont fait des démarches incroyables. Sur Internet, il y a des traces de ça. Fabuleuses. On les a totalement détruits d'abord et aujourd'hui, il n'y a personne pour les encourager. Voilà la raison pour laquelle. Voilà pourquoi on en est là. Parce qu'on a fait le choix. On a fait le choix des armes, de la guerre. C'est extrêmement lucratif pour le marché des armes dans le monde, ce genre de situation. Donc voilà, c'est que nous ne voyons que notre logique. Nous sommes en guerre. Et mes rafales, tes armes, tes drones, etc. Nous sommes dans la logique conventionnelle. Sauf que les premiers qu'on a... Donc il n'y a pas de limite. Le problème, c'est que la violence est organisée, sponsorisée, investie, lucrative, et que la non-violence ne l'est pas. Et quand existent les premières germes de la non-violence, ce qu'on fait, c'est qu'on la détruit. Mais forcément, alors, à un moment donné, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, elle n'a même pas le droit d'exister. Et que nous-mêmes, de l'autre côté, nous ne la voyons pas, nous ne la soutenons pas. Aujourd'hui, il y a des exemples. Vous lisez, je vous invite à lire ce livre de Popovic qui dit « Comment abattre un dictateur quand on est seul et sans armes ». Popovic. Il explique les expériences en Syrie. Je vous invite vraiment à regarder. Et il explique comment c'est efficace. Il dit « Mais les premières choses qu'on a détruites en Syrie, c'est ça. C'est les mouvements non violents. Hein. Les révolutions arabes.
même si elles n'ont pas tout abouti. Elles sont toutes inspirées par le livre de Gene Sharp, de la dictature à la démocratie. Pourquoi en Tunisie? Pourquoi il y a eu telle méthode? Parce que si vous lisez le petit livre de Gene Sharp, de la dictature à la démocratie, qui a été traduit en arabe, tous ceux qui ont lutté là-bas vous diront c'est à partir de cela qu'on a organisé la lutte. Vous voyez la force? Et ça a quand même donné le tempo, quoi. Ça a donné voilà. Donc, cultivons, ensemençons. Et c'est là où il y a devant nous un chantier. C'est les justes avec les justes. C'est les justes avec les justes. C'est ça le combat du monde aujourd'hui. Et si cet outil-là est donné à chacun, changer le monde, c'est une force incroyable. Et ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure sur les élections. Moi, je ne crois pas à la fée électorale qui passe de temps en temps, vous savez. Il y a une fée électorale comme ça qui vous fait croire que c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Et puis vous vous rendez compte que de 5 ans en 5 ans, vous dites mais nos problèmes sont les mêmes, sans pire, il n'y a rien qui a changé. Mais la fée électorale, elle passe par là. Il y a une espèce de mythe dont on nous abreuve tous les jours, de gens très actifs autour de nous qui s'occupent de votre bien en permanence tous les jours. Mais en fait, il n'y a rien qui change pour vous. Par contre, nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, il est fabuleux parce qu'on n'est pas en dictature. Vous voyez, on a même le droit d'aller dans un lycée demain matin pour parler de non-violence à des élèves. C'est pas fabuleux? C'est extraordinaire. Prenons-le, ce droit-là. Pourquoi on ne le prend pas? Ah, vous avez raison qu'il y a un petit prix à payer, effectivement. Si vous dites que ces conférences sont payantes, il ne s'en passe plus aucune. Ça, je vous le dis. Mais par contre, il faut être plus fort. Dire, eh bien, écoutez, mais on n'a pas besoin d'argent pour faire ça. Donc, il faut des semeurs. Mais nous sommes tous des semeurs. Dans votre maison, dans votre famille, dans votre truc. Vous, demain, vous aurez parlé peut-être à un professeur d'un lycée de où va votre enfant, vous direz, ce ne serait pas utile que vous invitiez ou que vous fassiez ça, ou que, je vous jure, ça ferait du bien. Aujourd'hui, c'est les recteurs qui nous appellent en audience et qui nous disent, il faut absolument encourager ça, parce qu'il y a un besoin fondamental. Chez les enseignants, chez les parents, c'est fondamental, je vous jure. Bon. Juste, je voudrais parler des problèmes, on va dire, de la naissance. C'est-à-dire, il était dit dans des textes très anciens, tu naîtras dans la joie et grandiras dans la paix. Et on a transformé ça en tu enfanteras dans la douleur et gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc, je pense qu'il serait bon de revenir sur les textes anciens et de prendre conscience d'où part la violence, en l'occurrence à la naissance. Or, notre société actuelle, notre civilisation se meurt par un acte indigne de l'humain qui est la déconsidération de l'enfant à l'arrivée sur cette planète. Or, c'est un drame qui n'est pas conscientisé, mais dont les résultats sont là, sous notre nez. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui devient militaire et qui, s'il désobéit et ne tire pas, devient coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on gère ça? Voilà. Merci. Je n'ai pas vraiment de réponse. Vous posez une question fondamentale. Vous devriez un jour, je vous invite à inviter mon ami André Stern, qui est créateur de l'Institut de l'écologie de l'enfance. C'est très intéressant. Et effectivement, oui, la naissance, on est la seule espèce vivante qui réveille ses enfants le matin. C'est d'une violence terrible. Il faut se réveiller, allez, il faut partir, là, etc. Rien que ça, vous voyez. Donc, tout ça, c'est un... voilà. Je pense que vous faites référence à ce monde-là, toutes ces violences insidieuses. On est dans un monde où l'espèce de je ne parle pas des nourritures spirituelles qui très souvent nous font défaut. Cette initiation dont je parlais tout à l'heure, vous savez, le mot religio, ça s'oppose à negligere. Négliger, négligence. Et c'est un peu ça. Et moi, vous voyez, je fais partie de quelqu'un, moi je suis candidat à croire, donc j'ai pas, vous voyez, j'ai rien à... Mais je suis candidat. Parce que quand un ancien chez moi me dit, Jean-François, ce soir je prie pour toi, je me sens plus fort. C'est un cadeau merveilleux.
Quand il me dit, tu sais, tu es parti là, je prie pour toi. Et je sais très bien que son niveau de foi, il n'a rien à voir avec... Mais ça fait un bien fou, quoi. Donc je crois que dans toutes les traditions ou les non-traditions, je me sens chez moi. Et aujourd'hui, bien sûr, on est dans un monde où on divise les croyants, les non-croyants. Non, va prendre ta source là où tu la trouves. Vous voyez, par exemple, les travailleurs esclaves au Brésil, c'est la religion qui les tient debout. Je vous jure, c'est ça. C'est ça qui les tient debout. C'est là le seul endroit où on me dit que je suis un enfant de la création et que je suis digne, etc. Aujourd'hui, notre problème, notre dépression, elle vient du fait qu'il y a une omniprésence de l'économie. On ne sait plus que compter. On ne sait plus que compter. Regardez autour de vous. On ne sait plus que compter, que calculer, alors on fait des comptes, etc. Bref. Mais vous vous rendrez compte que seulement Saint-Exupéry disait « L'homme n'a pas besoin que de mots croisés et de frigidaires. » Nous avons besoin d'autre chose. Et cette autre chose, est-ce que nous le trouvons vraiment? C'est à nous de réinventer ça. Cette force-là, cette humanité, et vous avez raison, ça commence dès l'enfance. Merci. Hein. Bon. Merci beaucoup. N'oubliez jamais qu'à la fin, c'est ça. Hein. C'est à vous, ça.